Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Martino Grasselli. Je suis enseignant-chercheur à l'ESILV, l'école d'ingénieurs à la Défense, et aussi professeur à l'Université de Padoue, département de maths. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'inaugurer un format un peu particulier de séminaire, on a appelé Apéro DeFi, dans l'après-midi. Et le format consiste à d'avoir un premier exposé plutôt d'introduction généraliste, suivi par un exposé de recherche, en fait, donc présentation classique d'un article de recherche. On a deux orateurs aujourd'hui. Le premier, c'est Henri Guto, c'est un enseignant de l'ESILV, en fait, parcours FinTech. L'ESILV, il est connu parce qu'il est quand même, il a fondé la première majeure en FinTech, je dirais, en France. Donc, on a quand même une certaine historique. Et je profite aussi de l'occasion de ce séminaire pour annoncer la création d'un institut qui va s'appeler Institut des cryptoactifs, basé à l'ESILV, à la Défense, qui a une vocation à la fois de la recherche, formation et organisation d'événements, dont le directeur va être Cyril Gonspin, qui est mon collègue à l'ESILV. Moi, je vais être responsable scientifique de cet institut. Et on va voir l'événement d'inauguration le 19 octobre. Donc, s'il vous plaît, en avant-première, signé, en fait, marquez cette date, 19 octobre, pour l'événement d'inauguration. Je disais, le format, c'est un article, disons, une présentation plutôt générale du domaine. Aujourd'hui, Henri va nous présenter un peu l'écosystème DeFi et va être suivi par l'exposé de Julien Pratt, donc un professeur NSAE X, qui est un expert, en fait, de tout ce qui est le domaine blockchain, disons, de point de vue économique, et qui va présenter un article sur le Automated Market Maker. En particulier, on a une sous-classe de Constant Function Market Maker. Donc, ça va être quand même, disons, académique, mais j'aimerais bien quand même que le coupé soit interactif. Donc, ne vous gênez pas, en fait, d'interrompre si vous avez des questions pendant l'exposé. Donc, ça risque peut-être de gêner l'orateur, mais c'est quand même la valeur ajoutée de ce type de format. Moi, je ne vais pas abuser de votre patience parce qu'on est déjà un peu en retard. Donc, je dirais qu'on va commencer tout de suite. Je donne la parole à Henri et que je remercie de sa présence. Merci Martino. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là cet après-midi pour m'écouter. Alors, le format est intéressant parce que mon exposé va être vraiment fait pour les nouveaux venus, ceux qui ne savent pas encore trop ce que c'est la DeFi ou à quoi ça correspond et ce qu'on peut faire avec. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce à quoi ça correspond. Et ensuite, on va aller loin dans les mathématiques avec Julien. Ça va être cool. Avant de commencer, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table à qui se sent relativement familier avec ce que c'est la DeFi? Quelques-uns. Écoutez, je vais juste regarder l'heure qu'il est et mettre un chronomètre pour ne pas vous prendre trop de temps. Hop. Et c'est parti. Ok, donc moi, dans mon exposé, il y aura mon exposé, il y aura 3 parties dedans. Je vais parler de qu'est-ce que c'est la DeFi, essayer de mettre des mots sur ce que c'est la DeFi. Ensuite, je vais essayer d'identifier quelques primitives, des concepts de base ou des systèmes qu'on voit un peu partout, en fait. Il y a beaucoup d'apps dans la DeFi, mais en fin de compte, des primitives, il n'y en a pas tant que ça. Et tous les systèmes de DeFi, c'est juste un mélange un peu différent où on pondère chaque primitive un peu différemment. Puis à la fin, on va parler un peu des stablecoins spécifiquement. Alors, commençons. Qu'est-ce que c'est la DeFi, en fait? Alors, la DeFi, c'est l'acronyme de Decentralized Finance ou finance décentralisée en français. Moi, je définis la DeFi comme un système financier ouvert qui vit sur les réseaux blockchain qu'on a aujourd'hui comme Bitcoin, Ethereum, Tezos et autres. Donc, quand on dit un système financier, un système économique, c'est-à-dire que c'est un système qui fait un peu comme le système financier actuel, c'est-à-dire qu'il a un ensemble d'acteurs qui échangent de la valeur selon différents protocoles, selon différentes manières de faire et qui vont pouvoir juste échanger de la valeur et faire des trucs un peu divers et intéressants avec. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est dans la DeFi,
parle de DeFi, on parle de blockchain. Est-ce que Bitcoin, c'est de la DeFi? Alors, ça dépend si on parle du réseau Bitcoin ou si on parle de Bitcoin, la monnaie en elle-même. Bitcoin, la monnaie en elle-même avec un B minuscule. Moi, selon moi, je pense qu'on peut considérer que c'est de la DeFi, parce qu'après tout, en fait, la base d'un système financier, c'est d'avoir de la monnaie, c'est d'avoir un actif à échanger. Et Bitcoin, c'est un actif comme ça, en fait. C'est un actif numérique qu'on peut bouger avec du code. Et donc, à partir de là, je pense qu'on peut considérer Bitcoin comme une brique de base de la DeFi. Pour autant, est-ce que le réseau Bitcoin permet de faire de la DeFi? Est-ce que le réseau Bitcoin est intéressant pour faire de la DeFi? En réalité, pas vraiment. Le réseau Bitcoin permet de faire des trucs intéressants, mais il offre une programmabilité assez limitée. On peut pas mettre beaucoup de logique dans les smart contracts qu'on met sur Bitcoin. On peut dire qu'on fait des smart contracts sur Bitcoin, mais on peut pas faire grand-chose avec, en fait. Donc, il y a quelques classes d'applications de finances décentralisées pure qui commencent à émerger. Une que je mentionne ici s'appelle Lightning Market, en fait, qui permet je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que ça permet de faire du trading à effet de levier sur les réseaux Lightning avec du Bitcoin natif et sans avoir à déposer chez un échange centralisé. Mais en règle générale, il y a assez peu d'applications sur Bitcoin. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas valoriser vos Bitcoins. Il y a des plateformes, des systèmes qui vous permettent de déposer des Bitcoins et de valoriser vos Bitcoins en les prêtant et en touchant des taux d'intérêt dessus. Mais là, on est à la frontière, en fait, entre la finance décentralisée et la finance centralisée. C'est un peu de la finance décentralisée parce que ça utilise des crypto-actifs, mais c'est aussi beaucoup de la finance centralisée parce que on n'a pas les caractéristiques que je vais présenter après d'exécution sur un substrat, sur un support ouvert qui permet de voir l'exécution de la logique financière. Vous allez déposer ces actifs chez des acteurs qui, somme toute, fonctionnent comme des acteurs traditionnels. Simplement, ils le font avec un nouveau type d'actifs. Alors, d'ailleurs, il y en a quelques-unes. C'est intéressant parce que ces slides, je l'ai présenté il y a encore un an ou deux en parlant de BlockFi, de Nexo, en se disant « Ah, ben, ces trucs, ça a l'air de marcher. » Ben, non, ça ne marche plus trop maintenant. Parce qu'il y a certaines de ces plateformes qui ont depuis fait faillite parce qu'elles sont passées par la case mauvaise gestion des fonds, ce qui arrive malheureusement de temps en temps. Alors, on a parlé de Bitcoin, maintenant parlons d'Ethereum. Est-ce qu'on peut faire mieux avec Ethereum? La réponse est oui. En fait, sur Ethereum, on a un langage de programmation qui est beaucoup plus expressif et on a un contexte d'exécution du code quand vous faites des transactions sur la blockchain qui est beaucoup plus riche et qui notamment permet d'avoir une notion d'état. En fait, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une adresse qui a pas uniquement un propriétaire et quelqu'un qui peut signer et manipuler ses assets. Vous allez avoir des adresses qui ont une capacité d'avoir du code qui régit leur comportement, chose qui est beaucoup plus difficile sur Bitcoin. Et du coup, à partir de là, c'est ce qu'on appelle un smart contract. Et à partir de là, vous allez pouvoir coder un ensemble de comportements, un ensemble de règles qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut faire sur Bitcoin. Et vous allez pouvoir en fait définir un ensemble de use cases qui vont faire que les fonds vont bouger ou non. La grosse particularité de ces smart contracts, c'est que une fois que le code est déployé, il ne peut plus être modifié. Et donc, vous avez la capacité de déployer une application qui est autonome. Chose qui, quand vous y réfléchissez, n'existe pas vraiment dans le monde financier classique, en fait. Le monde financier classique, en réalité, la finance classique, c'est écrit sur du papier, c'est défini par des contrats, et les machines ensuite les implémentent et les exécutent pour pouvoir le faire plus rapidement. Mais ce qui fait foi, c'est ce qu'il y a sur le papier, et ce qu'il y a sur le papier, c'est toujours modifiable par des humains. Là, on est dans un contexte différent où les règles du jeu sont codées avec du code informatique, et une fois qu'elles sont déployées, elles ne sont plus modifiables. Et donc, ce qui fait foi, c'est l'implémentation informatique, pas l'intention du créateur du produit. Et c'est là une des grosses différences entre la finance décentralisée et la finance décentralisée. La finance décentralisée s'exécute sur un support qui est transparent, immutable et informatique par nature. Alors, ce qui est intéressant à voir dans toutes ces applications, c'est que quand je dis c'est un système autonome qui peut gérer de la valeur, ça sur le papier, c'est joli. Il y a quelques systèmes comme ça, mais pas tous. Il y a aussi des systèmes
sur blockchain qui ont des éléments de centralisation. Une personne qui a le droit de faire une action particulière à un endroit, un ensemble de personnes qui peut arrêter les fonds au cas où il y a un bug. La décentralisation, c'est pas un switch binaire, c'est un spectre en fait. Et il y a plein de dimensions différentes dans ce spectre-là. Et c'est toujours intéressant quand on voit ces applications-là de prendre tous ces éléments-là en compte. Voilà, ça c'est comme ça que je définirais la DeFi. Maintenant, parlons un peu des différentes caractéristiques de la DeFi. Qu'est-ce qui fait que c'est de la DeFi ou pas de la DeFi? Alors, le premier truc important à noter, c'est que la DeFi, par essence, en anglais on dit open access, c'est-à-dire être accessible à tous. En tout cas, n'importe qui ait accès à une connexion Internet et qui a accès à une blockchain peut avoir accès à la DeFi. En fait, je pense que dans l'ensemble, la DeFi, c'est quelque chose qui est basé sur de l'open source, qui est basé sur de la transparence et qui est 100% auditable. Ça, c'est le défaut. Par défaut, la DeFi est comme ça. Et ensuite, les gens qui implémentent des applications peuvent décider de switcher et d'éteindre ces composants-là. On peut décider de ne pas être complètement transparent, on peut décider que ce ne soit pas complètement autonome, on peut décider que ce ne soit pas complètement décentralisé. Mais le défaut, c'est que c'est ouvert sur toutes ces dimensions-là. La finance traditionnelle, c'est l'inverse. Par défaut, c'est fermé. Et si on veut, on peut les ouvrir, même si c'est très compliqué. Et donc, dans l'open access, un truc qui est super important, c'est que par défaut, n'importe qui a accès à tout ce qui se passe sur la chaîne. Et ça recoupe plein de dimensions. La première, c'est que n'importe qui peut y avoir accès et utiliser l'application. Ce qui est en fait déjà radicalement différent du monde de la finance traditionnelle. Si aujourd'hui vous ouvrez une entreprise qui fait un produit financier en Europe, il y a peu de chances que vous puissiez l'offrir au Brésil. De la même façon, en DeFi, la seule chose qui va compter, c'est est-ce que vous êtes en mesure de signer une transaction. Ce n'est pas si vous avez des papiers d'identité, ce n'est pas si vous êtes majeur, ce n'est pas si vous êtes sous tutelle, peu importe. Si vous avez la capacité de signer un message, vous avez la capacité de bouger des actifs par défaut. C'est possible de rajouter du KYC par-dessus, c'est possible de rajouter des couches d'authentification pour vous assurer que les gens qui interagissent avec votre application sont bien des gens et pas des réfrigérateurs, mais par défaut, c'est accessible à tous. Ok ? Donc ça, c'est vraiment un accès, un truc super important dans la DeFi, c'est que par défaut, vous êtes limité juste par le fait que vous ayez une connexion Internet. La deuxième différence importante avec la DeFi, et ça, j'en ai parlé brièvement avant, c'est que par défaut, le marché est mondial. Vous ne lancez pas une application géographique, vous lancez par défaut une application qui est mondiale. Votre application vivant sur une chaîne qui est accessible partout dans le monde peut être utilisée par n'importe qui, n'importe où dans le monde. Et en fait, ça a des propriétés qui sont plutôt intéressantes. Par exemple, si jamais je vous dis « Ah, j'ai créé un nouveau produit financier, j'ai créé une entreprise basée en France, est-ce que ça vous intéresse d'investir dedans ?» Vous allez peut-être me dire « Bon, je vais regarder le produit, si c'est bien, peut-être que je vais le faire. » Puis si demain, je vous dis « Ah, je suis basé en Allemagne. Est-ce que ça vous intéresse de le faire ?» Bon, l'Allemagne, ça reste l'Union européenne, peut-être. C'est pas dit, mais bon, peut-être. Après tout, c'est le même cadre juridique, je peux peut-être le faire. Maintenant, si jamais je vous dis, ah, j'ai basé mon entreprise au Brésil. Est-ce que vous allez le faire? Peut-être que vous me connaissez, que vous me faites confiance, mais bon, vous avez vraiment intérêt à me faire confiance parce qu'au Brésil, s'il se passe quelque chose, il ne se passera rien. Vous n'aurez pas de recours juridique pour y avoir accès. Et maintenant, si jamais je vous dis, ah, mais moi, j'ai 19 ans, je sors du lycée, j'habite dans une région rurale de l'Inde, j'ai fait un système et j'ai créé une primitive financière intéressante, est-ce que ça vous intéresse d'investir dedans? Très probablement, vous allez me dire, non, je ne pense pas. Pourquoi? Pas tellement parce que le concept que j'ai ne va pas être intéressant, mais parce que vous n'allez avoir aucun recours juridique pour avoir accès à vos fonds si jamais, et vous n'avez aucun moyen de contrôle sur ce qui va se passer. Par défaut, dans la DeFi, le marché étant mondial, vous pouvez avoir un système de règles qui s'applique pareil à tout le monde où qu'il soit dans le monde. Donc, vous allez pouvoir à la fois utiliser des applications qui sont créées par des gens au bout du monde et vous allez travailler sur un ensemble de règles communes que vous allez comprendre parce que c'est du code informatique. Mais
vous aussi, en tant que créateur d'entreprise, vous allez avoir accès à un marché adressable qui est bien plus grand que si vous vous lancez dans une seule juridiction. Ça, c'est un concept qui est super intéressant quand on crée une application financière, évidemment. Et pour info, ce n'est pas un exemple au hasard que j'ai pris le coup du mec de 19 ans qui crée une application dans une région rurale de l'Inde, une application qui s'appelle Instadap, qui en 2020 a levé littéralement des millions parce qu'il faisait un produit utile pour des gens et qui a été créé par 2 anciens lycéens dans une région rurale de l'Inde. Donc, c'est pas juste c'est pas juste une fantaisie de penser que ça arrive, c'est arrivé et ça continue à arriver. Une autre caractéristique importante de la DeFi, c'est la transparence. Alors, vous n'allez pas forcément... Les règles qui régissent votre application financière sont écrites à l'avance. Vous n'aurez peut-être pas accès à vos fonds à n'importe quel moment. Par contre, vous pourrez voir ce qui se passe dedans. Vous avez une visibilité de ce qui se passe sur ce qui se passe dans le système, en fait. Vous pouvez voir où est l'argent, vous pouvez le suivre en direct. Donc, est-ce que ça fait que ce n'est pas possible de tomber sur des pyramides de Ponzi? Non. Ça, c'est toujours possible, évidemment. Par contre, vous allez avoir une fenêtre sur comment le système est géré et vous allez pouvoir vous en rendre compte beaucoup plus rapidement. Et ça, il y a un côté super intéressant là-dedans. L'autre truc très intéressant, si vous êtes un investisseur, par exemple, c'est que vous allez avoir accès à toutes les métriques d'usage d'un système, d'un produit financier. Vous allez pouvoir voir là où il y a réellement de l'usage. Vous allez pouvoir voir là où il y a réellement du bénéfice et de la valeur qui est créée. Ça, c'est un autre truc qui est très intéressant sur la DeFi. Enfin, un autre truc qui est particulièrement intéressant sur la DeFi, c'est la notion de composabilité. La composabilité, c'est le fait de pouvoir dire, par exemple, que vous allez déposer de l'argent dans une application A et emprunter un autre type d'argent, un autre actif, et vous allez pouvoir le déposer dans une autre application. OK ? C'est ni plus ni moins que ça. Le fait de pouvoir déposer un actif, le valoriser d'une certaine manière, et la valeur que vous allez créer, de la redéposer dans une autre application. Et de pouvoir faire ça à la vitesse d'Internet, c'est-à-dire quasiment instantanément, ou très vite en tout cas, et sans aucune friction. Ça paraît peu, mais réfléchissez-y dans l'autre sens. Combien de temps ça vous prendrait d'aller faire un emprunt à la Société Générale, récupérer des sous et les déposer dans un PEA au Crédit Agricole? Est-ce que vous arriverez vraiment à le faire? Probablement pas. Si vous arrivez à le faire, combien de temps ça va vous prendre et combien de papier ça va consommer? Aujourd'hui, faire ce genre de système, ça se fait avec quelques lignes de code et quasiment instantanément dans la DeFi. Et c'est ça la force de la composabilité. Ça permet à la fois aux investisseurs de déposer des fonds et de les valoriser mieux, mais ça permet aussi aux créateurs d'applications de créer des applications qui se servent d'autres applications existantes. Et ça, c'est la force du truc, parce que imaginez que, par exemple, il y ait une application qui vous permet de valoriser vos actifs et de toucher un certain taux d'intérêt dessus, et que ce taux d'intérêt, vous décidiez de créer une application par-dessus. Je vous donne un exemple un peu bête. Vous louez un appartement et vos locataires vous donnent une caution. Okay ? La caution, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez la mettre sur un compte et puis elle va servir à rien pendant un an. Vous n'avez pas vraiment moyen de la valoriser, ou ça va être compliqué. Ce serait intéressant de pouvoir la déposer sur un support qui vous verse un taux d'intérêt. Après, vous décidez si c'est pour vous, si c'est pour le locataire. Ça, à la limite, c'est hors scope. Ce que je veux dire, c'est que pouvoir valoriser un actif dans un autre système, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ça, c'est très compliqué à faire pour vous d'offrir un produit. Vous allez vous brancher sur les API de différentes banques pour dire « Ah, je vais utiliser ce système de dépôt pour valoriser les actifs. » Dans la DeFi, vous pouvez faire ça par nature. Parce que par nature, les API de ces applications sont ouvertes. C'est possible qu'elles interagissent les unes avec les autres. Et du coup, c'est possible de créer des applications par-dessus des applications, par-dessus des applications. Encore une fois, on revient à la nature ouverte par essence de la DeFi qui permet une émergence de protocoles qui est hyper intéressante. Alors, évidemment, ça, c'est le joli aspect de la DeFi. Hein. Il y a un aspect un peu moins sympa à la DeFi qui est que aujourd'hui, c'est un écosystème qui est en train de se créer. On voit qu'il y a des nouvelles primitives, on voit qu'il y a des nouvelles choses à faire, mais on ne sait pas bien encore comment s'en servir. On voit qu'il y a des endroits où on crée de la valeur, on voit qu'il y a aussi des endroits où on en perd beaucoup, en fait, parce que le code, ça marche rarement exactement comme on a prévu que ça marche, parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui vont s'en saisir,
Et donc aujourd'hui, la DeFi, c'est le mot qui le décrit mieux, c'est le Far West. C'est réellement ça. Gros risque, grosse récompense. Il y a tout à construire. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre pour les ingénieurs et les financiers qui décident de s'en emparer. Mais à la fois, c'est aussi un endroit où il n'y a pas vraiment encore de shérif, on n'a pas encore bien défini les lois, et où vous avez intérêt à savoir où vous mettez les pieds, parce que sinon, vous risquez de vous faire déplumer. C'est une réalité. Ça ne restera pas toujours comme ça. C'est comme beaucoup d'écosystèmes où en fait, on a une technologie émergente qui est à la limite de ce qui se fait, de ce qui est faisable dans le monde legacy, et où petit à petit, la régulation arrive et on arrive à trouver un moyen pour que la société fonctionne avec ces nouvelles primitives. On n'y est pas encore. Mais c'est ça qui fait que c'est passionnant. C'est parce qu'on est en plein dans cette phase d'écriture de comment est-ce qu'on arrive à exploiter la valeur de cet écosystème-là et à protéger les consommateurs et les gens face aux abus qu'il peut y avoir. OK ? Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques particulières à ce stade, mais étant donné que vous êtes tous à peu près familiers avec la DeFi, je ne pense pas trop. Dites-moi. Aujourd'hui, c'est pas mon expertise. Pardon, oui. Aujourd'hui, qui essaie de créer des lois, des réglementations et des cadres autour de ce qui se passe dans la DeFi? Je pense que vous avez deux efforts parallèles. Vous avez d'un côté les régulateurs et les politiques qui, en fait, comprennent pas trop le sujet. Ils ont beaucoup de mal à prendre au sérieux l'écosystème. Ils ont beaucoup de mal à prendre au sérieux les actifs numériques. Du coup, ils voient ça forcément par le prisme du risque, pas forcément par le prisme de l'opportunité. Et du coup, en règle générale, bon, il y a quelques initiatives, il y a quelques lois qui passent, mais qui sont rarement très intéressantes. De l'autre côté, vous allez avoir dans l'industrie une forme d'effort qu'on n'appelle pas un effort de régulation, mais vous allez avoir un effort de standardisation qui vise à arriver à des meilleures pratiques pour l'ensemble du système pour donner plus de sécurité. Quand on déploie un système et qu'on a écrit du code, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'il y a le minimum de bugs possible? Est-ce que c'est en passant par des audits? Est-ce que c'est en faisant de la vérification formelle? Et ça, aujourd'hui, c'est un champ d'expérimentation. Alors, ce n'est pas un champ d'expérimentation où les gens se disent « Ah, on va faire comme ça parce que ça va être bien », parce qu'il n'y a personne qui a l'autorité d'imposer « Ah, c'est ça qui va se passer ». Ça se passe en se disant « Ben non, on va essayer de faire comme ça ». Et puis, si ça explose pas, peut-être que c'était une bonne façon de faire. Ouais. Pour des raisons de sécurité. Donc, je pense que c'est important en fait de le prendre en compte. Et le deuxième point, c'est sur votre présentation des caractéristiques. Il y en a une qui me semble importante, qui n'est pas notée ou qui est peut-être implicite. C'est tout cet aspect en fait d'atomicité d'exécution des transactions et ce qui permet effectivement potentiellement d'avoir des absences de risque de contrepartie sur certaines opérations. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la deuxième partie de ce que vous avez expliqué. Dans la mesure où en fait on peut effectivement dans la composabilité enchaîner un certain nombre d'opérations financières, on peut en fait par ce biais-là éviter des risques de contrepartie de la finance traditionnelle. Oui, vous avez raison. Je ne suis pas super familier avec la finance traditionnelle, donc j'ai du mal à quantifier en fait le risque de contrepartie, à quel point il impacte la finance traditionnelle. C'est pour ça que je ne parle pas forcément de ce truc-là. Mais vous avez raison, effectivement, en fait, la finance fonctionne différemment quand elle fonctionne sur blockchain et à l'extérieur. On peut faire des des transferts d'actifs beaucoup plus rapidement et avec des assumptions, des attentes, c'est pas des attentes, mais avec des risques en termes de contrepartie qui sont largement moindres, c'est vrai. Ouais. Juste pour voir ton point de vue, si on déploie disons, un smart contract standard, Uniswap, mais si je le déploie sur une blockchain centralisée, genre Solana, c'est de la DeFi ou pas? C'est une bonne question. Je pense que
Je pense que c'est une question qui est compliquée parce qu'en fait, aujourd'hui, la décentralisation, on ne sait pas dire ce que c'est de la bonne décentralisation. On sait juste dire ça, c'est plus décentralisé, ça, c'est moins décentralisé. Je pense que la propriété essentielle, pour moi, c'est est-ce que des opérateurs ont un bouton pour arrêter la machine? Si c'est possible pour des opérateurs de dire non, ce smart contract-là, on l'arrête, ou de dire ah, cette transaction-là, elle passe pas, pour moi, c'est pas de la DeFi. Mais quand tu dis on peut arrêter la machine, ma question c'est au niveau du smart contract ou au niveau du protocole de la blockchain? C'est les deux. Enfin, c'est la même chose en soi. Si jamais oui, mais des fois, c'est pas la même chose. C'est ça que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Si jamais il y a des gens qui peuvent dire non, ce smart contract-là, je le désactive et changer les règles du jeu, et c'est, pour moi, c'est effectivement pas de la DeFi. Alors après, du coup, on peut se poser la question, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire de Bitcoin et d'Ethereum que d'un coup, les gens décident de changer les règles du jeu. Est-ce que c'est un substrat bien pour de la DeFi? C'est une question ouverte. On le verra dans les 15 ans qui viennent, je pense. Et du coup, toi, t'en penses quoi? Non? Ouais. Si la blockchain est centralisée, pour moi, c'est pas vraiment de la DeFi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, si jamais. Enfin bon, après, mais ça, c'est un débat. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et si jamais l'exécution de la blockchain est centralisée, mais que tu as des garanties de pas de censure et tu as des garanties d'exécution où l'opérateur peut que processer les transactions, mais il ne peut pas les censurer, il ne peut rien arrêter. C'est mieux. Bon. Alors, parlons maintenant des différentes primitives qui existent dans la DeFi. Parce que du coup, on a parlé de smart contract, on a parlé de fonctionnalités. Aujourd'hui, la vaste majorité, il y a énormément de systèmes DeFi différents. Il y en a plein avec des noms tous plus absurdes les uns que les autres. C'est ça qui fait la beauté de l'écosystème. Mais quand vous regardez bien, en fait, ils sont tous basés sur un ensemble de primitives qui vont agencer de façon un petit peu différente, mais qui sont toutes plus ou moins les mêmes. Je vais essayer de vous les présenter en quelques slides. Le premier, c'est le concept de DEX ou d'échange décentralisé. Un échange décentralisé, en fin de compte, c'est un truc assez bête, c'est une des fonctions de base en finance. Vous avez de la monnaie A, vous avez de la monnaie B et vous voulez échanger l'une avec l'autre. Comment est-ce qu'on fait pour coder ça sur une blockchain? Et pourquoi est-ce que ça a de l'intérêt de le faire directement sur la blockchain plutôt que de le faire chez Binance ou chez Coinbase, par exemple? Alors, ça a plein d'intérêts de le faire sur un système décentralisé plutôt que chez Coinbase. Le premier, c'est que vous avez moins de risques de contrepartie. Vous n'avez pas de risque qu'ils partent avec les fonds, en tout cas moins. Le deuxième, c'est quand vous êtes un actif petit, quand vous avez un petit token avec peu de capitalisation, c'est beaucoup plus facile de lister votre token et d'être sur une marketplace qui est mondiale. Et potentiellement, ensuite, vous avez accès à un marché mondial. Vous n'êtes pas bloqué sur les marchés régionaux que desservent que ces échanges centralisés-là. Alors, la première approche pour faire des échanges décentralisés, ça a été d'essayer de faire des order books décentralisés. Alors, un order book, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la façon dont ça fonctionne. C'est un échange où, en fait, une plateforme d'échange qui va matcher des acheteurs et des vendeurs, en fait. Donc, les vendeurs vont passer des ordres de vente. Moi, je vends à tel prix. Et puis, les acheteurs vont dire, moi, j'achète à tel prix. Et puis, s'il y a un match, on fait le switch et tout va bien. Ça, il y a des gens qui ont essayé de le faire. C'était un truc qui a été là en 2017. Il y a un protocole qui s'appelait OX Protocol, je crois, en 2016, qui a levé beaucoup de fonds pour essayer de faire un échange décentralisé. Puis ça n'a jamais vraiment marché parce qu'en fait, il y avait beaucoup de friction à l'usage. Le substrat blockchain ne marchait pas bien avec ce modèle-là. Okay, et du coup, je passe un peu rapidement parce que la vraie primitive, elle est ici. C'est ce qu'on appelle les AMM, dont Julien va parler. Qui sont l'acronyme pour Automated Market Maker. Un AMM, en fait, c'est un DEX, c'est un moyen d'échanger des fonds où, plutôt que d'avoir un acheteur et un vendeur et de les matcher au moment où ils sont intéressés, vous allez en fait avoir un smart contract au milieu dans lequel les gens vont déposer des fonds et vers lesquels des acheteurs potentiels vont se tourner comme un acheteur de dernier recours. Pardon, oui, comme un acheteur ou un vendeur de dernier recours, en fait. Un AMM, on appelle ça une pool, parce qu'en fait, tout le monde met son argent en commun dans un smart contract. Et dans un AMM, en fait, vous avez une relation de prix entre les deux composants, les deux tokens que vous allez avoir dans l'AMM. L'AMM va en fait permettre à certaines personnes d'enlever de l'argent d'un côté et d'en rajouter de l'autre. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va faire ce genre d'action, il va updater le prix, il va mettre à jour le prix relatif
les deux actifs l'un par rapport à l'autre. Et à partir de là, il va arriver à une forme d'équilibre pour dire c'est ça le prix du token, en quelques mots. OK ? Alors, ça, ce que je vous ai décrit, c'est grosso modo Uniswap V2, version 2 et version 1, qui sont la première version d'Uniswap, qui a été une base énorme pour tous les AMM qui ont émergé par la suite. Il y a depuis eu la version 3, qui est une version plus élaborée, ça. La version 4, qui est sortie il y a quelques jours. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air plutôt intéressant. Et voilà. Okay, donc, le concept d'AMM est vraiment clé. C'est un smart contract dans lequel vous allez déposer de la liquidité qui permet d'échanger un actif contre un autre. Okay, dans un AMM, vous allez avoir deux types d'acteurs. Vous allez avoir ce qu'on appelle les liquidity providers ou alors les LP et les consommateurs qu'on appelle, il n'y a pas de nom particulier pour eux, les utilisateurs qui vont échanger des actifs d'une catégorie contre des activités d'une autre. OK ? Je vais passer rapidement parce que j'ai déjà pris un peu de temps là. La deuxième primitive intéressante qui a émergé dans la DeFi, c'est le prêt surcollatérisé, okay, ou le lending. Les deux plus grosses plateformes qui font ça aujourd'hui, c'est Aave et Compound. Et c'est pareil, dans un système financier, prêter de l'argent et emprunter de l'argent, c'est une fonction de base de n'importe quelle système financier. Et on a vu cette fonction de base réémerger aussi dans la DeFi. Alors de façon assez amusante, c'est pareil, il y a des gens qui ont essayé de matcher des prêteurs et des emprunteurs, mais assez rapidement, en fait, ils se sont dit, on va faire comme Uniswap. On va faire ça avec un smart contract dans lequel on va pooler, on va mettre tous les dépôts ensemble et vers lequel vont pouvoir se tourner les emprunteurs pour emprunter des fonds. Le principe du lending dans la DeFi, c'est qu'en règle générale, la catégorie qui est la plus utilisée, c'est le prêt surcollatérisé. Vous allez déposer dans le protocole un certain montant d'un actif, okay, et vous allez pouvoir emprunter un autre actif, mais vous allez pouvoir emprunter moins en termes de valeur que ce que vous avez déposé. Okay. Moi, c'est marrant parce que quand j'ai compris comment ça marchait, je me suis dit, c'est vraiment marrant. Et puis j'en ai parlé au CEO d'une boîte d'assurance pour laquelle je travaillais à ce moment-là, qui m'a dit, ouais, c'est marrant, mais ça a 150 ans ce truc, ça s'appelle un prêt lombard. Comme quoi, et ça, je pense que c'est un truc sur lequel la DeFi, il faut rester très humble sur ce qu'on fait. On réinvente rien. C'est pas qu'on réinvente rien, mais il y a plein de choses qui sont réutilisables dans la finance traditionnelle. Les choses sont comme elles sont pour une raison. Et ça vaut le coup de regarder ce qui se passe dedans, parce qu'il y a sans doute d'autres primitives qui sont là, qu'on peut réimplémenter dans le monde blockchain. Okay, donc, le prêt surcollatérisé dans le monde de la blockchain, c'est ça. Vous mettez 100 € d'un actif et vous pouvez emprunter, mettons, 50 € d'un deuxième actif. Si jamais la valeur de votre collatéral diminue et qu'elle approche proche de la valeur de ce que vous allez emprunter, alors le smart contract a l'autorisation de vendre votre collatéral pour couvrir l'emprunt que vous avez contracté. L'objectif ici étant de toujours garantir la sécurité des dépôts des gens qui ont prêté de l'argent. OK ? La troisième composante vraiment intéressante et qui pour le coup elle est vraiment native à la DeFi et qui est assez nouvelle, c'est le concept de flash loan, qui est en fait du coup un prêt sous-collatérisé, voire un prêt pas collatérisé du tout, mais qui a la particularité d'être, c'est difficile de donner un équivalent dans le monde réel, mais d'être instantané, ou plutôt qui est circonscrit au temps d'une transaction. Quand vous faites une transaction sur une blockchain, vous allez déclencher un ensemble une séquence d'actions qui vont se passer dans la blockchain, qui elles-mêmes sont inclus dans un bloc, et les blocs ont chacun un temps d'exécution spécifique. Quand vous faites une flash loan, vous allez emprunter de l'argent à un moment dans votre transaction, et vous allez le rendre à la fin de votre transaction. Du point de vue de la blockchain, c'est comme si vous avez fait un prêt qui était instantané. Ça paraît bête comme ça, mais c'est une primitive extrêmement intéressante qui permet de faire plein de fonctions par exemple de lubrification en fait, dans la DeFi. Ça permet de rebalancer des portfolios super rapidement. Ça permet de faire tourner des robots d'arbitrage quand il y a des inefficacités sur le marché avec assez peu de capital. Et puis ça permet aussi de faire des cambriolages de façon très... Est-ce que c'est des cambriolages?
une question ouverte. On ne va pas rentrer dedans tout de suite, mais ça permet de mobiliser beaucoup de capital qui peuvent permettre derrière d'avoir des actions qui sont pas légales ou en tout cas qui sont négatives pour les protocoles qui sont affectés, on va dire comme ça. OK ? Enfin, une dernière primitive dont je voudrais parler, je crois que c'est la dernière. C'est pas tout à fait, si c'est la dernière. La dernière primitive dont je voudrais parler pour la DeFi, qui moi me paraît intéressant, c'est ce qu'on appelle le liquidity mining. Le liquidity mining, en fait, part de cette conception qui est que quand vous créez un token, les gens à qui vous distribuez ce token ont un rôle particulier à jouer dans votre communauté. La plupart des tokens, en fait, servent à diriger des protocoles. Donc, par exemple, on prend Uniswap. Uniswap, qui est un AMM, à chaque fois que vous faites une transaction dessus, vous allez payer un petit frais de transaction qui va revenir au protocole, qui va revenir au smart contract. Où vont ces bénéfices? Quel est le montant du frais de transaction que vous allez prendre à cet endroit-là? Toutes ces décisions-là, il faut bien que quelqu'un décide. Une des possibilités ouvertes par la DeFi, c'est de dire en fait, on va faire voter un tas de gens sur quels sont les bons paramètres à utiliser dans le système. Pour que l'ensemble des gens à qui vous allez vous adresser soit assez divers, il faut que vous le donniez à un nombre de gens qui aient de l'intérêt dans votre protocole, qui soient assez divers et tout ça. Eh bien, le liquidity mining, en fait, c'est un concept qui a été d'abord lancé qui a été en tout premier lancé par un protocole qui s'appelle Synthetix, mais qui ensuite a été vraiment adopté dans un autre protocole qui s'appelle Compound. L'idée est la suivante. Ils ont lancé un produit financier qui permettait aux gens de déposer des sous et de toucher un taux d'intérêt sur les actifs qu'ils déposaient. Eh bien, pour tous les gens qui déposaient de l'argent dans leur protocole, ils leur distribuaient en plus une partie de leur token. Okay ? Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est l'idée de la distribution. En fait, c'est un truc qui est pas jeune. Hein. Les gens se posaient déjà la question en 2017, et quand les gens faisaient des ICO, l'intérêt de l'ICO, c'était à la fois de lever des fonds pour le protocole, mais aussi de décentraliser le protocole et de distribuer le protocole. De distribuer la gouvernance du protocole. Avec le liquidity mining, en fait, on cherche à atteindre le même objectif. On cherche à décentraliser la décision du protocole, sauf qu'au lieu de se servir des fonds pour financer le développement du produit, on va se servir des fonds pour financer l'adoption du produit et faire arriver de la liquidité. On s'en sert pour acquérir des utilisateurs, plutôt que pour le développement du produit. C'est pour ça que c'est aussi une primitive plutôt intéressante. Alors aujourd'hui, les protocoles, en règle générale, font un peu un mix des deux. Ils ne font plus des ICO publics. Par contre, en fait, ils vont lever, les entreprises qui déploient des fonds qui déploient des protocoles vont lever des fonds qui vont leur attribuer, avec ces fonds-là, ils vont lever des fonds qui vont leur permettre de déployer le protocole. Le jour où le token est live, ils vont distribuer une partie du token à leurs investisseurs et à leur équipe, et l'autre partie des tokens, ils vont s'en servir pour faire du liquidity mining, pour acquérir des utilisateurs et avoir de l'attraction dans leur application. Okay. Et où est-ce que j'en suis? Ça fait déjà un peu de temps. Je vais passer rapidement sur la suite. Mais voilà, c'était ça les primitives principales dont je voulais parler aujourd'hui dans la DeFi. Je suis curieux, est-ce qu'il y en a une que j'ai oubliée d'après vous? Alors, l'assurance, c'est un truc intéressant, mais aujourd'hui, je ne vois pas de protocole d'assurance majeur qui existe en DeFi. Mais vous avez raison, il y a des primitives qui manquent, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a des primitives qui sont utilisées, qui ont de l'adoption aujourd'hui? Mais il y a tout à construire, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Je vais passer rapidement sur les building blocks. Alors, je remarque sur le point de vue technique, peut-être, je vais passer rapidement. Un truc qui est omniprésent dans la DeFi, ce sont les ERC20. Un ERC20, en fait, l'ERC20, c'est un standard pour définir qu'est-ce qu'un token. Et en fait, en règle générale, dans ces applications-là, on a besoin de définir qui possède quoi d'un ensemble d'actifs ou d'un pool d'actifs. Et en fait, le token ERC20, qui était censé représenter une monnaie, maintenant sert à beaucoup plus. Il sert à représenter un droit de propriété sur un ensemble d'actifs quelque part. Et du coup, aujourd'hui, c'est utilisé partout. Et pour les gens qui développent dans la blockchain, c'est essentiel de savoir comment ça fonctionne, un ERC20. D'ailleurs, je crois qu'il y en a dans la salle qui j'ai fait un peu trimer sur le sujet. Bon.
Le deuxième concept intéressant et important, c'est ce qu'on appelle les LP tokens, qui sont en fait des ERC20, qui en fait définissent un droit de possession sur un pool, un ensemble de tokens détenus par un smart contract. Vous reverrez souvent ce terme-là, c'est pour ça que je le présente. Un LP token, ça représente une fraction une fraction de propriété d'un ensemble d'actifs qui sont dans un smart contract. Enfin, un autre concept qui est très important, c'est le concept d'oracle. Je ne vais pas rentrer trop dedans, mais c'est important d'avoir cette notion-là. Tout à l'heure, je vous expliquais que dans un système de prêt, vous allez déposer un token A et vous allez pouvoir emprunter un token B. Mais si le prix du token A baisse et que la valeur de votre collatéral baisse, à un moment, vous allez pouvoir être liquidé. Okay, votre collatéral va être vendu. Comment est-ce que la blockchain sait que le prix du token a baissé? La réponse est, elle ne le sait pas vraiment. Parce qu'en fait, quand le prix de votre token il baisse, déjà, qu'est-ce que c'est le prix de votre token? C'est défini où? Qui est capable de me dire le prix du Bitcoin là, tout de suite? Je suis presque sûr que si on demande à la salle, vous allez tous avoir une réponse différente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prix du Bitcoin. Il y a le prix sur Binance, il y a le prix sur Coinbase, il y a le prix sur Uniswap, il y a plein de prix partout, en fait. Donc, définir ce que c'est le prix précisément, en fait, dans ce genre de système, c'est une fonction clé, c'est une fonction critique, pour plein de raisons différentes, notamment parce qu'il y a une notion d'objectivité, mais aussi parce qu'il y a une dimension temporelle qui est importante. Quand vous avez des actifs qui bougent beaucoup, c'est important de savoir quelle est la résolution temporelle que vous allez avoir dans votre oracle. Donc, dans les systèmes DeFi, il y a un point clé sur les oracles. Il y a plein de façons de répondre à ce sujet. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais sachez que c'est un sujet important. Ok, le dernier point que je voulais mentionner sur les building blocks, c'est le concept de liquidation dont j'ai parlé. Quand on dit le protocole est autorisé à vendre le collatéral pour rembourser le prêt, comment est-ce qu'il fait pour faire ça? Comment est-ce que le protocole va trouver quelqu'un qui va accepter d'acheter le token A pour couvrir le token B et acheter du token B? Donc il y a aussi un vrai sujet sur comment est-ce qu'on permet à ces fonctions-là d'émerger. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup sur Ethereum. Enfin, mais c'est c'est un des avantages qu'a Ethereum sur d'autres écosystèmes, c'est qu'il y a un écosystème de liquidation, de liquidateurs, qui est extrêmement développé. Il y a des gens qui pointent de la puissance de calcul et qui font tourner des machines en permanence, qui font que aujourd'hui, si vous avez besoin dans votre protocole d'avoir des liquidations, vous allez pouvoir le faire super facilement. C'est un peu comme dans un aquarium où vous allez avoir un écosystème avec des poissons laveurs de son, vous savez, là, qui sont au fond et qui bouffent c'est pas les plus jolis, mais on en a besoin pour avoir un écosystème sain. Et aujourd'hui, les liquidateurs sur Ethereum, c'est la même chose. Et il n'y a pas ça dans beaucoup d'autres écosystèmes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les primitifs de la DeFi. J'avais quelques slides sur les stablecoins parce que c'est une primitive aussi un peu intéressante, mais je vais passer dessus très rapidement. Et ensuite, je passe la parole à Julien. Alors, un stablecoin. Qu'est-ce que c'est un stablecoin? En fait, un stablecoin, c'est un token qui va représenter une unité de valeur qui est adossée à une monnaie fiduciaire. Ou plutôt, c'est un token dont l'unité de valeur est corrélée à une monnaie fiduciaire. Vous allez avoir un stablecoin euro dont une unité vaut 1 euro, ou un stablecoin dollar dont une unité vaut 1 dollar. Ça, c'est le principe. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que c'est possible d'implémenter ce truc-là? Et la réalité, c'est qu'il y a 3 gros mécanismes qui existent. Et en fait, il y a 3 mécanismes, il y a 3 concepts qui existent, mais il y a 2 implémentations qui existent parce que la troisième n'existe pas vraiment. Le premier concept qui existe, c'est d'avoir un token qui représente un dépôt bancaire de monnaie fiduciaire. Par exemple, vous allez avoir aux États-Unis l'USDC ou l'USDT, qui sont en fait des tokens qui sont émis par des entreprises privées qui disent « Ah, bah, vous m'envoyez 1 dollar à la banque et moi, je vous donne un token sur la blockchain. Et promis, je les garde là, il ne se passe rien, tout va bien, ils sont dans mon compte en banque. » Et il y a plein d'entreprises qui font ça. Vous allez avoir l'USDC, l'USDT, l'USDG, il y en a plein. Évidemment, vous allez me dire « Ah, mais c'est lequel qui manque ?» Eh ben, c'est l'euro. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que l'euro je crois que le dollar représente 70% des échanges monétaires mondiaux, un truc comme ça. Et l'euro, ça doit être peut-être quoi, 10-15% sur la blockchain, c'est ça? Une vingtaine, pas beaucoup plus, je pense.
Sur la blockchain, vous l'essayez, combien c'est? 0,5%. Mais on a une super régulation. Hein. Non, mais c'est un peu triste, mais en fait, aujourd'hui, là, qui a déjà utilisé un système DeFi ici? Okay. Qui a déjà stocké de l'argent en dollars? Voilà. Mais, en fait, il faut vraiment se poser cette question-là. En fait, on est de facto en train d'isoler notre monnaie de ce système-là financier. Les gens qui s'en servent, ils s'en foutent de la régulation. Ils vont servir de ce dont ils ont besoin. Et là, c'est pas notre monnaie dont ils se servent. Donc voilà, les monnaies fiduciaires donc c'est des monnaies les tokens adossés à une réserve fiduciaire, c'est des tokens qui sont possédés par une entreprise privée qui vous donne une IOU sur leur dépôt dans une banque. Le deuxième concept de monnaie fiduciaire, de stablecoin qui existe, ce sont les monnaies de banque centrale. Alors ça, vous allez voir, c'est celle dont on parle le plus. C'est les monnaies qui sont les monnaies numériques émises par la Banque centrale. Donc, autrement dit, la Banque de France ou la Banque centrale européenne qui, au lieu d'émettre ses euros en passant par le système bancaire classique, va les émettre directement sur la blockchain. Et là, c'est la forme la plus pure de stablecoin que vous avez parce qu'en fait, c'est un euro qui vient de la Banque centrale. Il n'y a pas d'intermédiaire. Un euro qui vaut 1 euro. C'est génial. Qui en a déjà utilisé ici? Ben non, il n'y en a pas. Bah oui, parce que c'est un truc sur lequel on écrit plein de papiers, mais au final, pas beaucoup de code. Donc c'est un concept qui est très intéressant, hein, et je crois qu'il y a quelque chose comme 80% des banques centrales dans le monde qui travaillent sur le sujet. Mais aujourd'hui, ben, malheureusement, il n'y en a pas vraiment dont on peut se servir. Je ne crois pas qu'elle soit si utilisée que ça. Ils ne sont pas live. Il me semble qu'ils ont fait des pilotes où il y a quelques dizaines de milliers de personnes. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Eh ben, vous voyez, je suis corrigé. Mais c'est sur blockchain. C'est pas. Voilà. Donc c'est OK. C'est une bonne question, c'est vrai. Mais effectivement, la Chine est assez avancée dans ces réflexions-là. C'est vrai. Et en sachant d'ailleurs que les monnaies fiduciaires de banque centrale, il y a des trucs très intéressants à faire avec. Il y a aussi un côté assez effrayant dans le fait de se dire que que c'est pas du cash en fait. Et qu'aujourd'hui, la monnaie, si vous voulez vous servir du cash, d'une monnaie de banque centrale, vous pouvez vous servir de vos euros papier. Il n'y a pas encore l'équivalent sur la blockchain. Et que ça donne aussi une forme de pouvoir aux banques privées et aux banques centrales qu'il n'y a pas encore dans le monde physique actuel. C'est une vraie question à se poser aussi. Et enfin, le dernier concept de stablecoin qui existe, c'est ce qu'on va appeler le stablecoin algorithmique. Un stablecoin qui représente une monnaie fiduciaire, mais qui dérive sa valeur pas d'un dépôt dans le système fiduciaire classique, mais de calcul ou de dépôt de valeur dans la blockchain en elle-même. Alors, il y a plein de designs différents. Il y en a un qui a marché pas trop mal, qui s'appelle le DAI. Le principe du DAI, c'est que c'est un petit peu comme un système de lending, sauf que dont on a parlé un peu plus tôt, sauf que ça va permettre de déposer des cryptoactifs et d'emprunter un token qui représente une unité de dollars. Donc le principe est le suivant, vous allez déposer 150 dollars en Ether et vous allez pouvoir créer 100 dollars par exemple en token DAI, qui sont censés valoir 1 dollar. Et ces tokens DAI, vous allez pouvoir à tout moment les revendre pour récupérer vos Ethers. Par contre, si vos Ethers baissent en valeur, à ce moment-là, vos Ethers sont vendus pour racheter des DAI sur le marché. Le pari étant que naturellement, il y aura de l'offre et de la demande et que le prix va se stabiliser autour de 1 dollar. Et aujourd'hui, avec un peu de temps, avec un peu de rétrospective, ça n'a pas trop mal marché. DAI, c'est un système qui marche plutôt bien, qui a priori va s'arrêter dans pas très longtemps, mais et il y a plein de débats à avoir autour de ça, mais qui jusqu'ici n'a pas trop mal marché. OK. Et voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci. Et avant que je passe, je ne sais pas si vous avez des questions. Après, je sais pas, qui a appris quelque chose? Bon, OK. Allez, qui a trouvé ça trop facile? N'hésitez pas à lever la main. Hein. OK. Qui a trouvé ça trop difficile? OK, merci.
Henri, un énorme merci, mais effectivement, j'avais oublié quelques remerciements tout à l'heure, parce que finalement, déjà, tout d'abord, un grand merci pour le pôle Innovation Finance qui nous auberge, qui nous donne la possibilité d'organiser ce séminaire ici, dans ce joli palais. Et il y a aussi, je vais oublier, en fait, de remercier Jacques Favier, qui nous a sponsorisé le cocktail final. Donc, on a la possibilité de profiter du rosé produit par un bitcoiner. Et en fait, bien sûr, le public présent est en distanciel qui a participé activement à ce séminaire. Du moment que ça, c'est disons la petite parenthèse de questions ouvertes, je sollicite si vous avez encore des questions. Moi, j'en ai une généraliste. Du moment que c'était un talk introductoire, j'ai aussi une question plutôt généraliste. Quelle est ta vision? Donc, je te traite comme un oracle maintenant. Ta vision de l'interaction entre le monde bancaire, en fait, et la DeFi en général. Donc, on était présent il y a 2 jours en comité des praticiens de l'Institut où il y avait justement la présence aussi de la Banque de France, que bien sûr, par formation, elle est prudente vis-à-vis du même concept de nom crypto-monnaie. Ce n'est pas tout à fait considéré une monnaie, en fait, la crypto, mais c'est une réalité, ça c'est mon opinion personnelle, qu'elle est là pour rester. Donc, il faut faire avec. Donc, les banques, ils essaient de créer l'euro digital ou d'autres monnaies digitales. Quelle est ta vision, en fait, sur l'interaction du monde bancaire? Est-ce qu'il va être vu comme un antagoniste, compétiteur, ou on va voir vers une synergie et une collaboration entre ces 2 écosystèmes? Moi, mon avis, qui est que mon avis, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est que ce qu'on va voir sur le cycle d'adoption de technologies de la blockchain, c'est ce qu'on a vu sur d'autres cycles d'adoption de technologies. C'est-à-dire que ces technologies-là changent radicalement quelque chose qu'on fait déjà depuis des centaines ou des milliers d'années, qui est échanger de la valeur, en fait. La réalité, c'est que les banques arrivent très bien à échanger de la valeur sans avoir besoin de la blockchain ou de la DeFi. Ils n'en ont pas besoin, en fait. Mais comme beaucoup de ces technologies-là, en fait, du coup, elles n'émergent pas par les gros acteurs, elles émergent par les petits acteurs qui sont desservis par le système actuel, qui vont en fait s'approprier ces outils, les utiliser jusqu'à ce qu'ils deviennent de plus en plus performants, qu'ils aient de plus en plus d'adoption, jusqu'au moment où les acteurs traditionnels vont se dire « Ah bah ça marche bien ce truc-là, en fait si, je vais m'en servir ». Et c'est ce qui s'est passé avec Internet, c'est ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez des tas de grosses entreprises comme la RATP et tout ça qui communiquent leurs alertes sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils touchent les gens. C'est pas comme ça qu'ils faisaient il y a 10 ans, en fait. Et il y a 10 ans, ces sujets-là n'étaient pas là pour eux parce que pour eux, c'était on verra. Et puis, on a déjà un truc qui marche pas trop mal. On envoie des SMS et des emails. Et je pense que le monde bancaire fonctionnera de la même façon. Si on fait le parallèle avec Internet, les banques, les assurances, ce sont les chaînes de télé et les journaux pour Internet, en fait. Ce n'est pas eux les premiers à avoir fait des sites web et à avoir d'un coup cette mis à diffuser de l'information partout. Il y a eu un foisonnement de blogs, de vidéastes amateurs, et il y a eu des tas de grosses plateformes qui ont émergé. Et d'ailleurs, les journaux et les chaînes de télé, la transition n'a pas toujours été facile, mais ils s'y mettent et ils arrivent à s'en servir. Merci de ta vision. OK, on verra. Donc, c'est le moment du deuxième orateur, Julien Pratt, en fait, qui va présenter un article avec Michel Fabi sur les Italiens. Ah, donc, Michele Fabi. Désolé, sorry. OK, please, the floor is yours. En anglais, en français, ça peut. Est-ce que tout le monde parle français ici? Oui, c'est bon. D'accord. Je vais continuer un peu d'ailleurs avec la pratique des sondages de l'audience. Est-ce que ça va être une présentation plutôt éco en fait, enfin mathématique éco. Donc qui d'entre vous a un background en économie mathématique? Ok. Alors, qui c'est qui a un background en optimisation convexe? Ça vous dit rien non plus? Ok, d'accord. Non plus parce que c'est la même chose en fait. Mais... Ok, bon, on verra. Alors je vais essayer. Non, mais c'est important. Ok, je vais essayer de rester. J'ai pas besoin de ce. Voilà. De rester
de simplifier les maths autant que possible et n'hésitez pas à m'interrompre si quelque chose n'est pas clair. Parce que l'objectif, ça va quand même être d'aller au-delà d'une approche discursive, mais de proposer quand même un formalisme pour comprendre ce que c'est qu'un AMM, aller au-delà de simplement discuter à quoi ça ressemble. Donc, Henri a bien présenté la structuration de la défi, donc tu m'as mâché beaucoup le travail. Et en fait, il a parlé des différentes briques. Et tu as bien souligné que la brique originelle, la brique native, la brique la plus importante, c'est les DEX, donc les échanges décentralisés. Donc là, j'ai mis la définition qu'on a sur le net, qui sort directement. Donc, qu'est-ce qu'un DEX? C'est une place de marché pair à pair sur laquelle les utilisateurs peuvent échanger des cryptocurrencies d'une manière non custodiale et sans avoir besoin de s'appuyer sur un intermédiaire pour faciliter le transfert et la garantie des fonds. Ok, donc il y a beaucoup de choses là-dedans, mais en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez utiliser un DEX, vous avez une wallet, vous allez échanger un actif contre un autre actif, un crypto-actif contre un autre crypto-actif, mais à aucun moment, vous allez transférer le contrôle de vos fonds à l'échange. Ok, donc ça paraît assez naturel, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche dans la finance centralisée, comme les gens qui utilisent FTX l'ont compris. Ce n'est pas parce que vous avez mis votre argent sur FTX que l'argent est là. D'accord? Vous faites confiance à FTX. Donc, eux, ils vous disent, ah oui, bah oui, vous avez une fenêtre sur votre position, mais cette fenêtre, elle vaut que la confiance que vous accordez à l'acteur qui l'entretient. D'accord? Et en l'occurrence, FTX, ils avaient siphonné l'argent. Donc ça, ce n'est pas possible dans un DEX, puisqu'un DEX ne contrôle pas vos fonds à aucun moment. Donc, vous ne lui donnez pas votre clé privée, vous gardez les fonds, et c'est juste, donc quelqu'un a parlé d'atomicité, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est juste au moment où vous échangez, là, ça va avoir un échange qui est atomique, donc au moment où vous échangez, effectivement, les actifs passent d'une main à l'autre, et soit ça passe, soit ça casse. Et si ça casse, vous récupérez votre actif initial, et donc, vous ne pouvez pas le perdre. Okay. Donc ça, c'est la notion, c'est quand même une rupture assez forte. Donc, l'intérêt, c'est que, par exemple, avec un DEX, comme vous n'avez pas besoin de faire confiance, vous avez des acteurs qui n'ont pas forcément de réputation, qui peuvent ouvrir un échange, et vous pouvez opérer dessus sans crainte. D'accord? Donc, ça va revenir à l'exemple de je ne sais pas pourquoi on a pris l'Inde, mais disons l'Inde, quelqu'un au fin fond de l'Inde vous dit, voilà, moi, je vous offre un échange, et vous n'avez pas besoin de le connaître, vous pouvez l'utiliser, vous n'avez pas besoin de lui faire confiance. Il faut lire son code, il faut éditer son code, mais ça, c'est une autre question. Ce n'est pas un risque, ce n'est pas un hasard moral, c'est un risque technologique. C'est quelque chose de fondamentalement différent. Ce n'est pas un risque sur la probité de la personne avec laquelle vous travaillez, c'est un risque sur la compétence du codeur qui a fait le code. C'est pas du tout la même chose. D'accord? Ok. Donc maintenant, donc on veut faire la finance décentralisée. Évidemment, la première fonction qu'on veut garantir, c'est celle-là. C'est la chose la plus basique. Alors, on pourrait utiliser ce qu'on appelle un ordre, alors limit order book, un carnet d'ordre en français. Donc, on t'en a parlé un peu, Henri. Donc, un carnet d'ordre, il y a des ordres limites. Donc, il y a des gens qui sont prêts à vendre et à acheter. Donc, ils peuvent mettre un ordre limite. Ils disent, moi, je suis prêt à acheter à ce prix-là, je suis prêt à vendre à ce prix-là. Et ils attendent de rencontrer un acheteur ou un vendeur. Et il y a des ordres de marché qui traversent le carnet d'ordre. Donc, typiquement, si vous voulez acheter, vous allez prendre les ordres limites de vente, les plus attractifs, jusqu'à ce que votre ordre soit rempli. D'accord? C'est clair? Donc, ça marche comme ça. Donc, ça, c'est comme ça que marchent pas tous les marchés financiers, mais on va dire 95%. C'est le modèle que, pour plein de raisons, dont je ne vais pas discuter maintenant, mais c'est le modèle qui est émergé comme le modèle dominant. Et comme tu l'as dit aussi, encore une fois, ça ne marche pas sur une blockchain. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, les carnets d'ordre et les blockchains, c'est un mariage, c'est un très mauvais mariage qui ne fonctionne pas du tout. Parce que du côté de la blockchain, les carnets d'ordre, c'est des structures de données qui sont extrêmement lourdes. Donc, pas du tout pratiques. Les blockchains ne sont pas puissantes dû à la décentralisation. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'y déployer des ordres limites. Et d'un autre côté, donc l'ordre limite n'est pas adapté à la blockchain et la blockchain n'est pas adaptée au carnet d'ordre. Pourquoi? Parce qu'elle est trop lente et trop coûteuse pour remplir toutes les fonctions dont on a besoin quand on entretient un carnet d'ordre. Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez un carnet d'ordre, vous avez votre ordre limite. Donc, vous êtes prêt, disons, à acheter à ce prix-là. Les conditions de marché changent. Il faut que vous changiez votre ordre limite. D'accord? Si vous êtes un market maker. Et ça, en pratique, sur les marchés financiers, les market makers, ils font ça, mais à l'intérieur d'une seconde. Ils font ça en permanence. Okay? Et maintenant, dans une blockchain, prenons Ethereum, il faut attendre 12 secondes, ce qui est une éternité dans un marché financier. Et en plus,
Vous pouvez vous faire front-runner parce que vous dites, OK, je voudrais changer mon ordre limite, mais si quelqu'un le voit, peut-être qu'il voit que votre ordre limite, vous êtes prêt à acheter trop cher, il paye un coût en gaz élevé, il passe devant vous, donc vous allez vous faire sniper. Et en plus, même si vous ne faites pas sniper, ça veut dire qu'à chaque bloc, il va falloir updater vos ordres limites, ce qui est ultra coûteux. OK, donc ça ne marche pas du tout. C'est clair, ce n'est pas la peine. Et donc, donc, il y a eu des tentatives qui sont des combinaisons comme 0x de carnet d'ordre off-chain avec du settlement on-chain, mais le carnet d'ordre sur chaîne, complètement décentralisé, ce n'est pas adapté aux contraintes technologiques de la blockchain. D'où la recherche de modèles alternatifs. Et comme le carnet d'ordre est devenu le mode d'organisation dominant pour les marchés financiers, il se trouve que dans la finance décentralisée, un autre modèle est apparu, c'est ce qu'on appelle les Constant Functional Market Makers, ou je vais expliquer là, dans quelques minutes ce que c'est. Ce modèle-là s'est imposé comme le modèle dominant, représente 95% des volumes sur les DEX. Okay, donc maintenant la question c'est pourquoi ça marche si bien? Et une fois qu'on a compris ça, est-ce qu'on pourrait aussi essayer d'améliorer comment sont faits les AMM? En fait, donc Uniswap, je pense, est apparu 2017, 2018, quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà assez vieux en termes de blockchain. Mais bon, on peut dire que ça a vraiment pris en 2019, 2020. C'est assez récent, donc les gens savent. On voit bien que ça marche, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi. D'ailleurs, c'est un peu un classique en blockchain. On voit que même la blockchain, à l'origine, Bitcoin, on voyait bien que ça marche, mais on ne savait pas trop pourquoi ça marchait. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, nous, ce qu'on fait en recherche, alors c'est un peu ennuyeux, c'est on est toujours un peu en retard, on essaie de comprendre et on prend beaucoup de temps à essayer de comprendre des choses qui fonctionnent. Alors, quand on est un praticien, on se dit pourquoi pas passer à la nouvelle idée? Nous, on essaie déjà de comprendre ce qui se passe. Et c'est vraiment ça ce que je vais faire, c'est-à-dire comprendre quelle est la structure de marché qui est générée par donc un CFMM ou un AMM et comment est-ce qu'on pourrait les optimiser? D'accord? C'est les deux grosses questions qui sont derrière. Et voilà, donc c'est un programme de recherche qui a été en partie suggéré par Tim Hofgarden de Columbia. Et en gros, ce programme de recherche peut être décomposé en 3 étapes. La première étape, c'est de définir l'espace de design. Donc, tout simplement, de construire un langage qui permet de décrire les AMM. Puisqu'en fait, on n'a même pas les mots, donc il faut déjà des concepts de base qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est un effort très basique, mais est-ce que déjà, il faut en passer par là? Une fois qu'on a ce langage, on peut construire des modèles typiquement économiques qui vont identifier les tensions, les arbitrages qui sont générés par les AMM et les structures de marché. Et une fois qu'on a fait ça, et seulement une fois qu'on a fait ça, on peut vraiment passer à l'optimisation du design des AMM. Et là, on est dans ce qu'on appelle, alors excusez-moi pour les anglicismes, le mécanisme design ou je sais pas, design optimal. Bon, ok. Mais ça, donc le papier que je vais présenter en fait se focalise sur les étapes 1 et 2 et fournit, si vous voulez, le préambule à l'étape 3, mais on ne fait pas encore du mécanisme design, de l'optimisation de la structure des AMM. Par contre, ce que j'espère, c'est qu'à la fin de cette présentation, vous aurez une compréhension des tensions qui sont générées par les AMM et de ce qui doit être optimisé. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on montre dans ce papier plus précisément? On montre que l'espace de design des CFMM est facilement et naturellement décrit par la théorie microéconomique, que les CFM sont, bon, ça c'est assez naturel des marchés bifaces, et on arrive à identifier les externalités qui connectent les deux côtés du marché. Donc tous ces termes-là, je vais les définir, puisque l'audience n'est pas forcément habituée à utiliser ces concepts, je vais les définir au fur et à mesure que je les présente. Alors, ok, donc allez, on y va, on va sans plus de préambule, à moins que vous ayez des questions à cette étape. Ok, donc sans plus de préambule, mais n'hésitez pas à m'interrompre, hein, je vais décrire comment Uniswap fonctionne. Donc, j'imagine, est-ce que tout le monde sait comment Uniswap fonctionne? Est-ce que je peux aller vite? Alors, ça, c'est la question un peu où celui qui ne sait pas ne va pas dire non. Je ne sais pas. Ah, s'il y a quelqu'un qui... Donc, je vais le faire. Ok, je vais aller vite. Donc, comment ça marche? En fait, Uniswap, il y a la première idée, enfin, les CFMM, parce que CFMM, Uniswap, c'est une forme de CFMM. Donc, voilà, ça, c'est Uniswap avec sa petite licorne multicolore. C'est basé sur ce qu'on appelle des pools de liquidité. Donc, dans un pool de liquidité, vous avez deux actifs, donc la USDT, qui est un stablecoin, donc ça, c'est censé valoir $1, et vous avez des Ethers. Et maintenant, ce pool, il va vous permettre d'échanger, de vendre un des actifs contre l'autre. D'ailleurs, c'est réciproque.
Vous pouvez acheter des USDT ou acheter des Ethers, comme vous voulez. Typiquement, et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle un marché biface, il y a deux types d'acteurs. Il y a ce qu'on appelle les liquidity providers, donc c'est ceux qui vont abonder la liquidité, qui vont mettre les deux actifs dans le pool et ils vont faire grossir, ou s'ils retirent de la liquidité, ils vont réduire la taille du pool. De l'autre côté du marché, vous avez les traders ou les liquidity withdrawers. Eux, ils vont échanger un actif contre l'autre. Donc typiquement, dans cet exemple, ce trader, il veut acheter des USDT, il met des Ethers dans le pool, donc il y aura plus d'Ethers, et il retire des USDT. Et ça, c'est la fonction. Et donc, il y a un smart contract qui lit son état, qui dit, voilà, il gère le pool, c'est très simple, hein, il voit la proportion de chaque actif, et il dit, il doit donner un prix d'échange. Maintenant, toute la question, c'est quel est le prix? Comment est-ce qu'on définit la relation entre la proportion des deux actifs et le prix qui est offert par la MM? Okay, c'est ça vraiment le choix du design. La réponse qui a d'ailleurs été proposée par Vitalik Buterin et un co-auteur que malheureusement j'aurais oublié le nom, mais c'est juste OK. Dans un post de blog, il a dit en fait tout ce qu'on a à faire, c'est on n'a qu'à définir ce qu'on appelle une bonding curve. C'est une fonction et en fait avant et après l'échange, on est sur la courbe avant l'échange. Hein, vous voyez bien, c'est puisqu'on a un ratio de USDT et d'Ether. Donc, par exemple, on est là. Maintenant, il y a un trader qui arrive, il échange. Après son échange, on doit rester sur la courbe. Donc, ça, c'est une contrainte qui est imposée par le smart contract. Donc, en gros, le smart contract, vous arrivez, vous lui dites, je te donne autant d'Ether. Donc, on va se déplacer dans cette direction. On augmente le nombre d'Ether. Vous êtes d'accord? Et maintenant, le smart contract, il doit vous dire combien il va vous donner de USDT en échange. Mais ça, c'est le prix. Puisque si je vous dis combien je vous donne de USDT contre le nombre d'Ether, il m'a donné un prix. D'accord? Donc, si vous me dites, par exemple, je donne cette quantité d'Ether et que le smart contract oblige à rester sur la courbe, on se retrouve là, on voit la quantité de USDT et on a trouvé le prix. Donc, cette contrainte de se déplacer le long de la courbe, c'est équivalent à fixer un prix. Est-ce que c'est clair? OK. Maintenant, si on pousse la logique jusqu'au bout, si vous faites un trade qui est infinitésimal, minuscule, donc vous allez vous donner un centième de dollar, bah vous avez la dérivée. Okay. Le prix marginal, le prix du trade marginal, c'est la dérivée. Après, vous avez ce qu'on appelle du slippage, parce que comme la courbe, elle n'a pas une pente constante, si vous vous déplacez, le prix, la marginale, il va être différent. Et en fait, vous pouvez vérifier que le prix du trade, c'est la pente moyenne de la courbe. Donc, plus vous faites un trade élevé, important, plus le prix augmente, en fait. Et le prix marginal, c'est le prix minimal que vous allez payer. Est-ce que c'est clair? OK. Donc, la beauté de ça, rappelez-vous, je vous ai dit, on ne fait pas des carnets d'ordre sur blockchain parce que c'est trop compliqué technologiquement. C'est trop lourd, la blockchain n'est pas adaptée à ça. La beauté de ce modèle-là, c'est qu'en fait, d'un point de vue informatique, okay, de structure de données, c'est très simple. Vous arrivez, vous appelez le smart contract. Le smart contract, il lit, c'est un vecteur avec deux valeurs. Il a une fonction qui, en général, est super simple parce que typiquement, on prend des fonctions qu'on peut linéariser. Il dit, bah voilà, c'est le prix. Et puis, c'est tout. Donc ça, en coût, en gaz, c'est 10 fois plus simple que un carnet d'ordre. Ok, donc je fais une pause. Donc ça, c'est important. Est-ce que vous avez des questions à cette étape-là? Parce qu'en fait, tout va découler de ça. Est-ce que la structure est claire? Vous voyez pas l'intérêt de quoi? Non, parce qu'une monnaie, c'est une affaire de confiance. Oui. Et il y a des monnaies qui gagnent de la confiance et elles gagnent de la valeur. Oui. Et d'autres, le pays qui la soutient n'y prend aucun intérêt, fait n'importe quoi. Donc, sa monnaie se dévalue et tout ça. Donc, là, on part dans un monde complètement aseptisé. On se dit, bah, à quoi ça sert que je passe d'une devise à une autre, je vois pas l'intérêt. Enfin, il y a un truc que je comprends pas bien. Je sais pas si je m'exprime bien. Alors, voilà, je sais pas. D'abord, il y a des actifs qui sont dans le monde qui ne sont pas de la monnaie. Okay, Apple, les actions Apple, des bitcoins. Enfin, voilà, il n'y a pas que la monnaie dans le monde. Donc là, j'ai mis la monnaie, j'ai mis un USDT, mais si vous voulez échanger des Ethers contre des bitcoins, si vous voulez, si ça répond à votre question, on aurait pu mettre des wraps bitcoin, pas des vrais bitcoins, mais bon. Alors après, je sais pas, l'idée, moi je pense qu'en fait, avec la blockchain, il faut aussi éviter de trop vouloir l'amener à la finance traditionnelle. C'est un monde nouveau. Si ça ne vous convient pas, et avec les rapports avec la monnaie, vous pouvez imaginer un monde, l'Internet, où il y a plein d'actifs numériques
qui sont liés à plein de protocoles, qui sont internationaux, comme tu l'as bien expliqué, pas liés à des nationalités, qui sont pas liés à la finance traditionnelle, et les gens, ils veulent les échanger, sans passer par des intermédiaires centralisés. Ça permet de faire ça. Donc, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais... Je vais peut-être attaquer la même question d'un point de vue différent, point de vue plutôt mathématique. Oui. Comment on gère les bornes, c'est-à-dire quand on va vers zéro ou à l'infini? Est-ce qu'il y a l'intérêt à d'avoir la coexistence des deux, ou on peut imaginer... Les bornes, c'est-à-dire là? Exact. Ouais, bah ça, la fonction étant vers le coup, c'est des fonctions qui sont asymptotiques, donc c'est... Pour ceux qui ont fait de l'économie, c'est la condition d'Inada. Et on a posé une condition d'Inada et on n'ira jamais aux bornes parce que le coût marginal d'aller aux bornes, c'est le prix doit diverger vers l'infini. Pourquoi? C'est justement l'idée d'avoir un rapport entre les deux monnaies. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut disparaître dans cette économie? Alors, oui, elle peut disparaître parce qu'elle va devenir extrêmement... Sa valeur peut tendre vers zéro. Après, l'idée des AMM aussi, c'est quand ils ont été créés, l'idée, c'était d'avoir un... Parce que la crypto, c'est 24, 7 sur 7. D'accord? Donc, les marchés financiers traditionnels, alors il y en a le Forex, etc., mais la majeure partie, ils ferment. Donc, il fallait un moyen d'échanger, parce qu'encore une fois, moi, je trouve que la crypto, à la limite, on peut oublier la finance traditionnelle, c'est-à-dire c'est juste l'Internet, l'échange des valeurs sur Internet, et il y a plein de trucs virtuels, et ça, le temps, ça doit être tout le temps. Et donc, il fallait des moyens d'échanger tout le temps, des bureaux de change qui sont ouverts tout le temps. Et ça, c'était aussi une des motivations pour créer des AMM. C'est-à-dire de dire, donc il faut qu'ils travaillent tout le temps, qu'ils donnent toujours un prix d'échange. Et donc ça répond à ta question, qui était de savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais toucher les bornes, parce que je veux que l'AMM il soit toujours actif. D'accord? Il va jamais, c'est impossible de le vider en fait, ou alors à un coût prohibitoire. Mais je fais l'avocat du diable, rien n'empêche qu'on puisse imaginer que le prix touche zéro. Bah non. Ça n'existe pas. Par exemple, si tu vois Luna, quand même, Luna, il ne vaut pas zéro. Hein. Parce que tu pourrais faire un bénéfice monstrueux. Parce que je veux dire, si ça vaut zéro, si ça rebondit d'un centième, tu as fait un profit infini en return. Donc tu ne peux jamais avoir du zéro. Parce que zéro, ça veut dire que ton profit pour un gain minuscule tend vers l'infini. Luna, actuellement, tu peux regarder. Luna, je veux dire, voilà, ça a explosé et tout, mais ça ne vaut pas zéro. Parce que, donc, à un moment, ce qui se passe, c'est que le pool, il s'assèche. Donc ça, ce que tu peux avoir, c'est un pool qui devient minuscule, sur lequel il n'y a aucune liquidité, donc plus personne ne traite dessus, mais un prix de zéro, tu vois ce que je veux dire? Parce que un epsilon en gain, c'est un return infini. Oui, disons ça, c'est l'approche classique de l'économie. Mais et tout déclenche de cette hypothèse. Et effectivement, si on a un monde où on a la possibilité d'avoir des devises ou des monnaies qui n'ont pas une valeur intrinsèque. La monnaie. Non, je rigole. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et on n'a pas besoin de penser à la monnaie. Hein. Ça peut être des Ethers et des... Voilà. Mais j'ai dans la tête ton article. Donc, Ouais, mais parce qu'en fait, dès qu'on parle de la monnaie, il y a plein d'autres choses qui arrivent avec la monnaie. C'est un peu comme la religion. Ça devient un sujet miné dans toutes les directions. Et c'est un problème pour la crypto, bien sûr. Mais ça, ce truc-là, ce dont je parle, il n'y a pas besoin de monnaie. On est d'accord? Ça pourrait avoir son utilité dans un monde où il n'y a pas de monnaie, au sens euro, dollar. Hein. Donc, je préfère pas partir sur des discussions comme ça parce que je trouve qu'elles sont pas inintéressantes, mais pas orthogonales non plus, mais pas centrales au sujet en question. Non? On te laisse continuer. Donc, ok, en pratique, bon, bah, c'est assez cool hein, quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même, faut quand même se réaliser ce que ça veut dire en pratique. C'est-à-dire, donc, vous pouvez essayer. Donc là, il y a le lien. Bon, je vais pas cliquer dessus, etc. Mais vous avez un wallet. Disons que vous avez votre un wallet. Ça m'échappe le nom là. Il s'appelle comment déjà? MetaMask. Oui, j'avais Firefox dans la tête. Ça. MetaMask. Et vous êtes sur MetaMask. Vous avez votre argent dans MetaMask. Vous voulez échanger vos Ethers contre une autre crypto. Vous allez là, vous cliquez, vous sélectionnez la crypto, il vous donne le prix, vous y allez, hop, l'échange est fait, et vous n'êtes passé par aucun intermédiaire. C'est le web qui a fait tout le trade quoi, pour vous. Donc ça, c'est quand même assez spectaculaire. Quand même. Je veux dire, c'est quand même une autre logique, et ça marche. Donc là, on a les volumes. Alors la crypto a plein de problèmes en ce moment, pas des problèmes d'adoption, de use case et d'hybridation avec la finance traditionnelle, mais on voit quand même que le succès de Uniswap est assez fulgurant. Donc ça, c'est les 3 versions. Donc c'est apparu. Donc on voit, j'ai dit 2017, mais vous voyez, en 2020, c'était très marginal. Donc c'est après, hein, c'est 2019-2020. Et tout de suite, il y a une adoption quand même énorme. Donc ça, c'était il y a un mois.
dans la journée, 500 millions avaient été échangés dans la journée. Hein. Donc ça, c'est les volumes mensuels. Donc un volume mensuel, donc là, on est redescendu, on est sur des volumes mensuels de l'ordre de 20 à 30 milliards. Uniswap V1, c'est 300 lignes de code hein, qui gère 15 milliards de trades tous les mois et qui, à un moment, gérait jusqu'à 80 milliards. D'accord? Donc, c'est quand même un succès technologique assez frappant. Une autre chose à comprendre, c'est qu'en fait, vous pouvez ouvrir une pool. D'accord? C'est vous, demain, vous voulez créer un pool, vous pouvez le créer. Donc là, ce que j'ai, c'est une vision, c'est pas tout l'ensemble de l'écosystème, mais c'est des paires. C'est lisible, hein, mais tout ça, c'est des crypto-monnaies, des crypto-actifs. D'ailleurs, en passant, ça, c'est voilà, ça, c'est des stablecoins. OK? Ils sont là, les stablecoins. Et les lignes, c'est les pools. Donc, en fait, quand vous créez un pool, vous connectez deux actifs. OK? Donc, chaque ligne, c'est un pool. Donc, tout le monde, vous voyez, donc ça forme une trame assez dense. Et évidemment, comme vous pouvez le voir, alors oui, effectivement, la monnaie, les stablecoins sont centraux. Les paires, les coins qui sont les plus connectés, c'est les stablecoins. Donc, parce que c'est naturel, quand vous avez une crypto-monnaie, vous allez d'abord faire une paire avec un stablecoin. Et puis après, comme l'autre aura fait la paire avec le stablecoin, si vous voulez échanger les deux actifs, vous allez juste faire une triangulation. D'accord? Mais le truc qui est quand même assez cool avec ça, c'est que vous lancez votre entreprise, vous créez votre crypto-monnaie, et maintenant, vous voudriez avoir un prix pour votre crypto-monnaie pour que les gens puissent l'échanger. Vous pourriez aller sur un marché régulé, mais ça, c'est compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est juste ouvrir un pool dans Uniswap et votre monnaie, votre crypto-actif, votre crypto-token, il a un prix. Donc, ça permet à tout le monde de créer un marché pour le jeton de leur entreprise, l'actif de leur entreprise. Okay, donc, c'est ce côté ouvert de la défi. Évidemment, vous pouvez créer plusieurs paires en concurrence sur plusieurs pools sur la même paire aussi. Ça existe. D'accord? OK. Donc, maintenant, on va essayer d'aller un peu... Donc, ça, c'est la base de comment ça fonctionne, Uniswap. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Donc, maintenant, je vais essayer d'aller au-delà de la description du protocole et essayer de voir un peu d'aller derrière le voile et de voir comment ça fonctionne à l'intérieur et de faire un peu sens de tout ça. Donc, la première chose à remarquer, qui est quand même assez frappante, en tout cas quand on est économiste, c'est que si vous regardez, donc je vous ai dit, c'est un marché qui est biface. Maintenant, on va regarder l'impact de chaque type d'acteur. Donc, si on se focalise sur les traders, qu'est-ce qu'ils font? Comme je vous l'ai dit, la contrainte qui est imposée dans un CFMM, c'est qu'on doit se déplacer le long de la courbe. Donc, les traders se déplacent le long de la courbe. Qu'est-ce que font? Ça, c'est la contrainte qui est imposée par design. Okay, c'est comme ça que le smart contract est codé. C'est comme ça qu'on a un prix implicite pour chaque composition du pool. Maintenant, quel est l'impact des liquidity providers, des fournisseurs de liquidité? En fait, eux, ils déplacent la courbe. Donc, si ils abondent, s'ils augmentent la quantité, donc typiquement, ils vont abonder en part égale, ils vont faire grossir le pool, et ça, c'est équivalent à déplacer la courbe. Et s'ils réduisent la taille du pool, c'est équivalent à la faire se déplacer vers le sud-ouest. Et s'ils mettent de l'argent, c'est vers le nord-est. D'accord? Donc, c'est quand même une séparation très pure des actions. Et alors, malheureusement, vous n'avez pas fait d'écho, mais si vous aviez fait de l'écho en micro, ça, c'est la théorie du consommateur. Et on passe, tous les étudiants qui ont fait de l'écho se rappellent de cette séance de la torture pendant 6 mois. Et ça, c'est une des premières choses qu'on apprend en écho. On dit, alors, quand vous avez le prix qui change, c'est comme se déplacer le long de la courbe. C'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. Et puis, quand vous devenez plus riche, ça déplace la courbe. C'est ce qu'on appelle l'effet de richesse. Et ça, c'est cette distinction entre effet de richesse et effet de substitution, c'est vraiment le concept central de la microéconomie. C'est la base de tout. Okay, on passe 6 mois à faire ça en permanence. Et donc là, ce qui est très drôle et qui est très surprenant et très pur, c'est qu'en fait, cet effet qui est normalement fait qu'une seule personne expérimente, puisque le changement du prix et la richesse, c'est pour une seule personne, d'un seul coup, il est séparé entre deux acteurs qui interagissent à travers un marché. Donc, c'est complètement différent. Mais mathématiquement, c'est formellement similaire. Et ça veut dire, et c'est ce qu'on fait dans le papier, c'est qu'on peut utiliser la théorie micro et quasiment la traduire. Hein, c'est un peu la ChatGPT, on traduit tout, et ça s'applique très bien aux AMM. Parce que finalement, c'est la même structure mathématique qui est derrière. Donc, comment est-ce qu'on ferait pour décrire un AMM mathématiquement? Donc, c'est très simple. Donc là, ça va ressembler à de l'écho, mais si vous avez fait de l'optimisation convexe, c'est pareil. Vous prenez, donc ça, c'est la fonction U.
Ok, U, alors j'aurais pu l'appeler F, mais comme je me rapprochais de la théorie du consommateur, je l'appelle U pour utilité. Vous pouvez penser comme l'utilité de l'AMM. Donc ça, c'est la fonction qui va définir cette courbe, cette bonding curve. Cette fonction, elle va dépendre des réserves. Les réserves, ça peut être un vecteur. Donc dans Uniswap, il n'y a que 2 actifs dans chaque pool, mais potentiellement, et ça existe, il y a des AMM qui sont de dimension N. 3, 4, 5. D'accord? Donc ça, c'est les réserves. Donc si vous avez 1000 Ether et 1000 USDT. Et après, vous interagissez avec l'AMM et vous allez faire un trade. Donc le trade, il a 2 composants. Il a un input et un output. Donc ça, c'est ce que vous mettez dans l'AMM et ça, c'est ce que vous retirez, ce que vous mettez dans le pool et ça, c'est ce que vous retirez du pool. Ok, donc l'exemple qu'on avait tout à l'heure, l'acteur, il mettait des Ethers. Donc l'input, c'était des Ethers et l'output, c'était des USDT. Ok, tout simple. Et maintenant, on impose une contrainte. Donc la fameuse contrainte du Constant Function Market, c'est que la valeur de cette fonction après le trade, elle doit être supérieure ou égale à la valeur avant le trade. Donc ça, c'est les réserves avant le trade. Et ça, si vous voulez, c'est les réserves. Enfin, c'est pas si vous voulez, c'est les réserves après le trade. D'accord? Et la fonction, elle doit être supérieure ou égale. Alors maintenant, en pratique, elle va être égale. On va faire mordre la contrainte, ok? Parce que personne n'a envie de mettre plus pour rien, d'accord? Mais mathématiquement, c'est plus simple de l'écrire comme ça. Donc ça, c'est tout. Ça, c'est un CFM. C'est tout. Okay. Maintenant, après, il y a plein d'instanciations. Uniswap, c'en est une. R appartient à R2. Comme j'ai dit, c'est bon, R est positif. Hein. Ça doit rester positif. Les réserves ne peuvent pas être négatives. Et la fonction, c'est R1 fois R2. C'est comme ça qu'Uniswap est codé. Maintenant, le problème que nous, on se pose, c'est OK, R1 fois R2, mais pourquoi fois? Pourquoi pas R1 au carré fois R2 à la puissance 18? Pourquoi pas multiplié par pi? Ou pourquoi pas une fonction exponentielle avec je ne sais pas quoi? On peut tout faire, non? Je veux dire, en principe. Donc, comment est-ce qu'on fait pour discipliner cette fonction et choisir la fonction optimale, en fait? C'est ça la question qu'on se pose. OK. Est-ce que vous avez des questions à cette étape-là? OK. Donc, commençons déjà à étudier les AMM. Quelles seront les 2 propriétés désirables qu'on aimerait bien qu'ils aient? La première, c'est que ça soit des bons oracles. Donc, c'est encore un concept, j'ai vu que tu en as parlé très rapidement. Un oracle, c'est je voudrais avoir une information sur quelque chose qui n'est pas dans la chaîne. Donc, typiquement, prenons par exemple, quel est le prix du pétrole? Bon, ça, ce n'est pas décidé sur Ethereum, c'est décidé sur les marchés financiers, c'est Bloomberg, il faut demander à Bloomberg et Bloomberg peut vous le dire, a priori. Bloomberg, si vous voulez, c'est un oracle en passant. Bloomberg, c'est un oracle pour les marchés financiers, il vous donne la valeur. Vous savez comment ça a commencé, Bloomberg, historiquement? C'est des petits terminaux dans les marchés financiers, des petits trucs, des petites télés sur lesquels les traders ils pouvaient lire les prix en temps réel. C'est ça, Bloomberg, la base. Et c'était un oracle. C'est pour les traders qui voulaient savoir ce qui se passait sur les marchés. Donc, comment on fait ça sur une blockchain? Et il faudrait ça serait bien que notre CFMM, il y a un prix réel là, sur les marchés sur Binance. Ça serait bien que notre CFMM, il nous donne le même prix, ou en tout cas que ce soit pas trop loin, que ce soit un bon oracle. Donc, l'idée, c'est de synchroniser l'information sur chaîne avec l'information hors chaîne. Est-ce que c'est clair? Ok, donc ça, c'est la première chose qu'on aimerait avoir. D'ailleurs, c'est même la plus importante, parce que si on n'a pas ça, ça ne sert pas à grand-chose. Quand on a un truc qui trade à des prix farfelus, on peut laisser tomber, quoi. Personne ne va s'en servir. La deuxième chose qu'on aimerait bien avoir, c'est alors c'est un peu compliqué, la provision de liquidité neutre sur les prix, un effet neutre. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on aimerait bien, c'est que donc les fournisseurs de liquidité, quand ils mettent de la liquidité, ils ne changent pas le prix. Parce que ce n'est pas leur boulot. Eux, ils sont là pour mettre de la liquidité, que ça devienne plus ou moins liquide, mais ils ne sont pas là pour modifier le prix. Ça, c'est le boulot des traders. Donc, ça serait quand même pas mal. C'est moins important que la propriété d'Oracle, mais ça serait pas mal que cette action-là ne modifie pas le prix de l'AMM, parce que ça ferait si vous voulez, ça ferait du bruit. On aurait les prix qui se mettraient à bouger, alors que c'est des gens qui voulaient juste fournir de la liquidité. On aimerait bien que les deux soient bien séparés. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais ça fait sens quand même. Alors, maintenant, la question, c'est quel type de fonction nous garantissent ces deux propriétés? Est-ce qu'on peut déjà restreindre, parce que là, notre espace de design, il est trop grand, hein, c'est n'importe quelle fonction. On va essayer déjà de réduire la classe de fonction qui va nous donner ces deux propriétés. Et effectivement, ça va marcher, ça va bien réduire, en fait. On va se rendre compte qu'il n'y a pas tant de fonctions qui vous donnent ces deux propriétés. Donc, je vais vous montrer l'analyse. Donc, la première chose qu'on voudrait, c'est, donc, comme je vous ai dit, c'est que ça soit un oracle, un bon oracle. Donc, la manière d'y penser, c'est que sur les marchés financiers, marchés centralisés, il y a un prix pour n'importe quelle paire d'actifs. Donc, typiquement, on avait vu des USDT, des Ethers.
Ether, il est tradé sur Binance. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça serait le prix de Binance qui serait le prix de référence et pas le prix de l'AMM? Bon, ok. Peut-être un jour, ça viendra, mais il faut quand même être réaliste. L'AMM, il trade toutes les 15 secondes. Binance, il trade à la milliseconde. Et il a un marché qui est beaucoup plus liquide. Donc, clairement, le prix, a priori, sur Binance est plus précis. En tout cas, incorpore l'information plus vite. OK ? On peut en discuter, hein. Des fois, pourquoi pas, ça viendrait de l'AMM. Mais ce qui paraît logique, c'est de se dire qu'on a des traders qui observent Binance et ils regardent le prix sur l'AMM. Et si sur le prix sur l'AMM n'est pas aligné, ils voient une opportunité d'arbitrage. Donc, par exemple, admettons que l'AMM soit trop cher, ok, donc ils vont vendre sur l'AMM et acheter sur Binance. Et ils font un bénéfice immédiat. D'accord? Donc, on voit qu'il y a des alignements. Donc, maintenant, la question, c'est ce type d'arbitrageur qui observe le prix de référence. Ok, donc ça, c'est le prix de référence sur Binance, disons. Quel problème est-ce qu'il doit résoudre? En fait, ce qu'il doit résoudre, c'est qu'il doit minimiser. Alors, en fait, il doit maximiser la valeur de son portefeuille ex-post, mais il doit minimiser le coût de son trade, qui est le prix fois la réserve après son trade, sous cette contrainte, qui, si vous vous souvenez, c'est la contrainte du CFMM. La valeur de la fonction après le trade doit être au moins supérieure ou égale à la valeur avant le trade. Donc, c'est l'optimisation de ce problème-là sous cette contrainte. Alors, encore une fois, c'est malheureux que vous ayez pas fait d'écho, mais ça, c'est le problème du consommateur. C'est pas une vision de l'esprit, c'est exactement, on l'a écrit comme ça parce que c'est exactement le problème du consommateur. C'est ce qu'on appelle la demande Xienne. C'est le premier truc qu'on fait en micro quand on commence la micro. Et donc, et pourquoi? En gros, c'est exactement ce qu'on fait en micro, puisque là, on a cette fonction. Donc, vous pouvez penser comme la fonction d'utilité. Maintenant, c'est la contrainte de l'AMM. Ça, c'est le prix d'origine. Non, pardon, il est là, le prix. Oui, alors attendez, je sais plus. Oui, il est là, le prix d'origine. On démarre là. Puis après, le prix sur Binance, il se déplace, il va là. OK, donc cet actif-là devient plus cher. L'actif 2 devient plus cher. Et en fait, on doit se réaligner. Et donc, les nouvelles réserves devraient être là. Les nouvelles réserves optimales devraient être là pour resynchroniser l'AMM avec le prix de Binance. D'accord? Mais il se trouve que c'est un résultat classique de théorie de la consommation. Si vous me donnez un prix, la solution à ce problème d'optimisation, qui est le problème de l'arbitrageur, c'est la tangente à la fonction d'utilité qui a une pente égale au prix. C'est comme ça, c'est le résultat super classique, c'est même le résultat fondamental de la micro. Et donc, l'arbitrageur qui résout ce problème, qui maximise ses profits, il va resynchroniser par définition l'AMM. Et ça, c'est vrai, sous des hypothèses super générales, la seule chose dont on a besoin, c'est que cette fonction-là, elle soit quasi concave, donc en fait que l'espace qui est au-dessus de la fonction soit convexe. Toute fonction qui me donne un espace convexe à droite, okay, un épigraphe convexe, va me donner le prix, la tangente le prix comme tangente, comme solution optimale du problème de l'arbitrageur. Donc, en gros, c'est ça le trading set, okay, donc l'épigraphe de la fonction. S'il est strictly convexe, il existe une seule, okay, un seul trade optimal qui garantit qu'on est bien au prix. Et ça, en langage en français, ça veut dire que les arbitrageurs, ils vont synchroniser le prix on-chain et off-chain. Ils vont les synchroniser tant que cet ensemble est strictement convexe. Donc, on a réduit l'ensemble des fonctions aux fonctions qui ont un ensemble strictement convexe. En pratique, honnêtement, ce n'est pas une restriction très forte et c'est ce qu'on voit, c'est ce que tout le monde a fait. En gros, ce que vous ne voudriez pas, par exemple, imaginez un ensemble qui soit comme ça. OK, par exemple. Ça reste convexe, mais vous pourriez avoir potentiellement, OK, plein de prix d'équilibre. Donc ça serait vraiment problématique, par exemple, s'il n'était pas différenciable. D'accord? OK. Maintenant, un autre point à remarquer, c'est que donc on a réduit l'ensemble. Ça, c'est pas le résultat le plus frappant. Enfin, ça vous frapperait, je pense, si vous avez fait. Encore, j'arrête de dire ça, si vous avez fait de l'écho, parce que vous direz, mais c'est incroyable, j'ai fait ça 25 fois et je sais. Mais là, comme vous l'avez pas fait, ça vous frappe pas. Mais c'est vraiment le même formalisme. C'est ça qui est étonnant. Maintenant, des choses peut-être plus parlantes, c'est vous comparez deux CFMM. Donc ça, donc il y en a plein en pratique. Hein. Je ne vous ai pas dit d'Uniswap, mais il y en a plein. Il y a des compétitions, et les gens arrivent. Parce que cette question de trouver la courbe optimale, c'est une question théorique, mais c'est une question pratique. Il y a plein de gens qui lancent des startups qui sont des copies d'Uniswap avec d'autres courbes, en espérant gagner le marché. Okay, donc c'est une compétition qui existe. Il y a des dizaines et des dizaines de CFMM, et la seule différence entre eux, c'est leur courbe. D'accord, c'est pas ça existe déjà. Donc un exemple. On a Balancer. Balancer, lui, permet d'avoir plus de 2, mais Balancer, il vous permet de paramétriser la fonction. Donc, quand vous ouvrez un pool dans Balancer, vous pouvez aussi choisir les coefficients. Et par exemple, sous quelles conditions est-ce que, par exemple, on peut dire dans Balancer, c'est R1 racine carrée, R2 racine carrée.
Rappelez-vous, dans Uniswap, c'est R1 fois R2. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que ces deux choix sont vraiment différents? Est-ce qu'un CFMM qui a cette fonction-là, R1 au carré fois R2, enfin R1 racine carrée des deux, c'est différent de R1 fois R2? Ben, en fait, non, pas du tout. C'est les mêmes. Parce que c'est un résultat, encore une fois, de micro qui est connu, et aussi en optimisation convexe. Si vous prenez une transformation monotone de la fonction, donc U, vous prenez une transformation en la multipliant par une fonction, enfin en la composant par une fonction f qui est strictement croissante, et ben le problème d'optimisation est isomorphique. Donc toute transformation par une fonction strictement croissante ne change rien du tout au comportement des acteurs. Or là, si je compare, R1 en 1, c'est la racine carrée de R1 fois R2, donc c'est racine carrée de la fonction U, U', et donc c'est bien une transformation par une fonction croissante. Et donc ça veut dire que balancer paramétrisé comme ça, ou Uniswap, c'est le même AMM, dans le sens où les gens vont faire exactement la même chose, et les prises, tout va être pareil. Donc il faut faire attention, on a une diversité de paramétrisation, mais en fait, il y a moins de... Enfin, ce n'est pas forcément une diversité qui est réelle. C'est clair? Donc ça, c'est déjà utile, ça permet de les classifier. Par contre, si c'était une remarque, R1 à la puissance 1 tiers et R2 à la puissance 2 tiers, ce n'est pas comme Uniswap, hein, d'accord? Parce que là, on n'a plus une transformation monotone. Okay, c'est pour ça que ça ne marche que pour la racine carrée, sur les deux. Donc, OK. Et donc, j'arrive au point qui est peut-être plus intéressant. Donc maintenant, on voudrait que la provision de la fourniture de liquidité n'affecte pas les prix. Quel type de fonction nous garantit ça? Donc, vous vous rappelez, quand on met de la liquidité, on déplace la courbe vers la droite. D'accord? On déplace la courbe vers le nord-est. Maintenant, on voudrait que le prix soit le même. Donc, en gros, graphiquement, c'est quoi le prix? Le prix, c'est la tangente. D'accord? Donc, prenons un rayon qui part de l'origine et qui va sur la courbe, sur cette courbe-là. Ce qu'on voudrait, c'est qu'après le déplacement de la courbe, la pente ici, ça soit la même là. Donc, en fait, les tangentes restent parallèles. Vous êtes d'accord? Si ça, c'est vérifié, le prix n'est pas affecté par la fourniture de liquidité. Eh bien, encore une fois, vive l'économie, on sait qu'on a un vieux résultat qui nous dit que ça, c'est vrai si et seulement la fonction d'utilité est homothétique. Et qu'est-ce que c'est qu'une fonction homothétique? C'est une transformation monotone d'une fonction homogène de degré 1. OK. Pourquoi est-ce qu'on sait ça en éco? Parce que nous, ce qui nous intéresse en éco, c'est de savoir si vous devenez plus riche, rappelez-vous, ça c'est devenir plus riche, est-ce que vous changez la composition de votre panier? Donc, par exemple, si vous mangez des patates et du caviar, vous devenez plus riche. Donc, quand vous êtes pauvre, vous mangez une patate et 1 gramme de caviar. Et quand vous êtes riche, vous mangez 1 tonne de patates et 1 kilo de caviar. A priori, pas trop, non. A priori, vous allez peut-être manger moins de patates et plus de caviar. Mais si la fonction est homothétique, il se trouve que ça serait le cas. Vous mangeriez la même chose que les pauvres, mais juste plus. Vous allez me dire, c'est absurde. Oui, c'est absurde, mais c'est bien pratique en éco parce que quand on fait de la macro, on veut agréger les préférences micro. Et si ça ne change pas la composition des paniers, c'est super facile d'agréger. Donc, on adore cette propriété qu'on utilise, bien qu'on sait qu'elle est complètement irréaliste. Donc, c'est un vieux résultat qui remonte même au siècle d'avant. Donc, ça, on connaît depuis trop longtemps, ce qu'on appelle les sentiers de croissance. Mais dans le langage d'un AMM, c'est si vous voulez que le prix de votre AMM ne soit pas modifié par les gens qui fournissent la liquidité, choisissez une fonction qui est homothétique. Homothétique, c'est-à-dire que c'est une transformation monotone d'une fonction homogène de degré 1. Mais rappelez-vous, je vous ai dit il y a 2 minutes qu'une transformation homogène, ça ne change rien, puisque toutes les traites sont identiques. Okay, c'est juste un changement, c'est comme relabeller la fonction. Donc ça veut dire qu'en gros, toutes les fonctions qui vous garantissent ça, elles sont homogènes de degré 1. Donc homogène de degré 1, ça veut dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez la définition, ça veut dire que U, elle est où ma fonction? Okay. Donc c'est un vecteur U de lambda R égale lambda U de R. Voilà, c'est tout. Oui. Peut-être ça m'a échappé en détail, mais oui. Quand tu dis on ajoute de la liquidité, ouais. Est-ce qu'il y a une façon unique d'ajouter de la liquidité? Alors, non. Le smart contract te permet de faire un peu ce que tu veux. C'est recommandé d'ajouter de la liquidité en proportion de ce qu'il y a dans le pool. Et c'est l'option de défaut. Et dans ce cas-là, c'est évident le résultat. Voilà. Alors maintenant, tu peux me dire, ah ouais, mais moi, je suis un petit malin, j'ai envie d'ajouter la liquidité, on peut changer la composition du pool. Mais à ce moment-là, ce que tu es en train de faire formellement, dans la manière dont tu définis le langage, tu es en train de faire une opération composée qui est un mélange de provision de liquidity, de fourniture de liquidity et de trade. Parce que tu as aussi modifié la composition du pool. D'accord? Donc ça, nous, comme on le traite formellement, on dit, on sépare ce type d'opération. En pratique, les fournisseurs de liquidité, l'option de défaut dans Uniswap, c'est de ne pas changer la quantité de ce qu'il y a dans le pool.
Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes gens. Les traders, c'est des acteurs sophistiqués qui tradent. Ou alors peut-être pas sophistiqués, mais qui tradent quand même. C'est des gens qui tradent. Ils essaient de faire un truc. Les providers, c'est des gens qui sont a priori pas très sophistiqués. Alors, on peut en débattre, mais qui veulent juste mettre de l'argent et gagner un retour passif. Parce qu'une chose que j'ai pas dit en pratique, vous payez un taux, hein. Vous payez un petit pourcentage qui va aux providers. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Donc, en fait, les fournisseurs, excusez-moi, je dis provider, fournisseur, mais les fournisseurs de liquidités, ils n'ont même pas vraiment trop à chercher le prix, parce que normalement, l'AMM est synchronisé. Tout ce qu'ils veulent, c'est placer de l'argent et gagner un taux passif. D'accord? Donc, ils ne vont pas chercher normalement à arbitrager ou des choses comme ça. C'est des acteurs, a priori, beaucoup moins sophistiqués. D'accord? Donc, en fait, nous, c'est des conceptions pures. On les sépare purement. Dans la réalité, peut-être qu'il y a des opérations composées. C'est même pour aller plus loin, normalement, un trade, quand vous payez un fee, le fee va dans le pool. Donc, en fait, les vrais trades dans Uniswap, c'est une composition de trade plus de provisions. Mais bon, en réalité. Mais formellement, c'est plus simple de les séparer. Donc, est-ce que ça, c'est clair? Mais ça, c'est puissant, parce que si on garde ça, on est parti des fonctions U, ça peut être n'importe quelle fonction, et maintenant, elle doit être convexe, et en plus, elle doit être homogène de degré 1. Alors, on a réduit l'espace de design des AMM, mais drastiquement. On est parti d'un espace, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Ce qui est déjà pas mal. Okay. Après, ça revient à ton commentaire. On peut avoir quand même, est-ce qu'on veut qu'il soit tout le temps ouvert ou pas? Donc, on peut aussi s'amuser à faire un AMM comme ça, qui de temps à autre, il n'y a plus de liquidité dans le seul actif et c'est fermé. D'accord? Mais en pratique, si on ne veut pas, c'est une condition d'INADA, on dit que le taux doit tendre vers l'infini. Et ça, il y en a qui font ça. Hein. Mais en pratique... OK, donc là, c'est la réponse à ma question de tout à l'heure. Ouais. Si on abandonne INADA, on peut avoir satisfaction complète. Je pense que c'est hyper dangereux parce que là, le prix, il y a quand même des moyens de faire des opportunités d'arbitrage complètement dingues. Parce qu'il y en a un qui joue là, on a une convexité. S'il y a un petit malin qui arrive à bouger à gauche, à droite, et qu'il y a d'autres qui... Enfin... Voilà. Mais c'est faisable. Pas de problème. Mais typiquement, c'est ça qu'ils imposent. OK? Alors maintenant, j'ai plus beaucoup de temps. Non, je dois conclure, j'imagine. Non? Je vais faire ça. Alors, je vais pas vous imposer. Après, on fait des choses qui sont peut-être plus complexes. Je vais vous montrer un truc quand même qui est assez cool, qui est quand même important à comprendre. Donc, enfin, la question qui se pose une fois qu'on a compris, donc je vous ai dit, la première étape, c'était de formaliser l'espace de design. Donc là, on a déjà une meilleure compréhension de ce qu'il y a derrière un AMM. Mais maintenant, on aimerait comprendre quel est l'intérêt économique des acteurs. Pour retourner à la question, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui tradent avec des AMM et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui fournissent de la liquidité? Bon, ceux qui tradent, à la limite, c'est moins surprenant. On voit bien, par exemple, ils tradent peut-être juste par arbitrage. Ils voient le prix sur Binance, le prix sur l'AMM, ils arbitrent. Bon. Mais pourquoi la partie qui est quand même plus mystérieuse, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui fournissent de la liquidité? Pourquoi ils font ça? Et quel trade-off font-ils face? Donc, je vais vous montrer, en fait, donc, ça a plusieurs noms. Nous, on l'a appelé les divergence loss, les pertes divergentes, voilà. En français, c'est bizarre. Mais il y a un autre mot qui est utilisé qui est l'impermanent loss, les permanent loss, qui sont des termes trompeurs. On peut en discuter après, là, j'ai plus trop de temps. Je pense que ce terme-là est bien mieux, mais c'est le même concept qui est derrière. C'est donc des divergence loss. C'est les pertes que vous faites quand vous êtes un fournisseur de liquidité et que le prix se déplace, donc il diverge du prix auquel vous avez fourni la liquidité. Vous allez avoir une perte. Quelle perte? Donc, regardez. Ça, c'est la fonction. OK, toujours la bonding curve. On part de là. Ça, c'était votre... Donc, OK. Donc, ça, on a la tangente. OK. Donc, la valeur de votre portefeuille, si ça, c'est par exemple un acte des dollars, vous pouvez le lire. Ça, c'est la valeur du portefeuille. Parce que c'est la projection du portefeuille sur les dollars. OK. Donc, c'est la valeur de votre portefeuille. Maintenant, le prix change. Vous êtes d'accord? On passe à P'. Votre portefeuille, il est réajusté. Et ça, c'est la nouvelle valeur de votre portefeuille. Bon, OK, très bien. Maintenant, je vous donne une proposition, c'est que la nouvelle valeur de votre portefeuille, elle est toujours plus basse que la valeur qu'aurait eu votre portefeuille si vous aviez mis l'argent sur un compte et que vous n'aviez rien fait. Si vous aviez une stratégie passive, que vous aviez pris ces deux actifs et que vous les aviez mis dans votre wallet, MetaMask, et vous n'aurez rien fait, et vous vous réveillez après le changement de prix, la valeur de ce portefeuille passif, elle est supérieure de la valeur dans la MM. L'intuition, pourquoi? Parce que regardez, quand on passe de là à là, c'est lequel l'actif qui a pris de la valeur quand on est passé de là à là? Question piégeuse. C'est lequel? R2. Voilà. C'est R2, c'est celui-là qui a pris de la valeur parce que la pente a augmenté, c'est le taux de transformation. Avec un même R2, on arrive à avoir plus de R1. Mais qu'est-ce que ça implique du point de vue de la MM? Il y a moins de R2, non?
La quantité de R2 a été réduite. Donc, le prix de R2 a augmenté et les gens sont venus en prendre dans le pool. Et c'est comme ça que ça fonctionne, un AMM. C'est que les gens, pour réaligner les prix, ce qu'ils font, c'est qu'ils réajustent votre portefeuille, mais dans la mauvaise direction. Ils vident de votre portefeuille l'actif qui a pris de la valeur. Donc, c'est clair que votre portefeuille aura moins de valeur que si vous l'avez laissé sur un compte passif, puisque vous avez été arbitragé contre vous. Donc, en fait, c'est ça qui est un peu bizarre avec les fournisseurs de liquidités, c'est qu'ils sont là à attendre à se faire arbitrager. Allez-y, arbitragez-moi, allez-y. D'accord ? Et on peut le voir graphiquement. Quelle est la valeur du portefeuille ? Quelle aurait été la valeur de votre portefeuille si vous n'aviez pas mis dans l'AMM, mais juste sur votre compte, dans MetaMask ? C'est juste la courbe qui passe par votre portefeuille initial, composition initiale, mais qui est parallèle au prix P', d'accord ? Qui a la même pente. Et c'est quoi la valeur de ce portefeuille ? Elle est là. Et elle est plus haute. Donc ça, c'est votre perte par rapport à une stratégie passive. C'est clair ? Je la refais ou c'est clair ? On prend la pente, on passe par le point d'origine et on a la perte. Vous pouvez essayer de vous amuser, vous allez voir, ça marche dans l'autre sens, évidemment. Vous êtes perdant. Donc en fait, quand on fournit de la liquidité, on s'expose à l'arbitrage. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on le fait ? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un trade, on prend un cut. Okay ? Il y a une taxe. Donc maintenant, il faut que ces pertes de divergence elles soient plus basses que le cut. Okay ? Si vous prenez plus en perte dans la divergence qu'en frais, vous allez perdre de l'argent. Si vous gagnez plus, ok. Donc c'est ça le jeu. C'est un jeu, c'est risqué en fait. Le fournisseur de liquidité est risqué. Alors maintenant, un truc qui est cool qu'on fait dans le papier, bon là c'est des maths, c'est qu'on fait une projection dans l'espace dual. Donc là, on est dans l'espace des réserves, mais on peut s'amuser à passer dans l'espace des prix en prenant le portefeuille optimal qui résulte de l'optimisation que je vous ai montré avant. Donc ça, c'est la dualité. On passe dans l'espace dual. Et dans l'espace dual, donc là, vous voyez, on est dans l'espace des prix. Et cette courbe bleue, c'est la valeur du portefeuille à l'état de no-arbitrage, à l'état où il n'y a plus d'arbitrage possible. On part de là A. Et c'est quoi ce plan hypertangent ? C'est la valeur de votre portefeuille si vous n'étiez pas dans la MM et si vous étiez passif. Pourquoi c'est plat ? Parce que comme vous êtes passif, c'est juste le prix fois la quantité. Donc, c'est linéaire. Une stratégie passive, c'est l'hyperplan qui est linéaire. Donc, ça, c'est ce qui se passe si vous aviez mis votre argent juste dans MetaMask. Et AAC, c'est ce qui se passe quand vous avez l'argent dans la MM. Et comme la fonction de la valeur du portefeuille, elle est concave, la C, il est toujours plus petit que B. Vous pouvez vous amuser, tous les hyperplans. Et ça, c'est la perte. D'accord ? Donc, le côté cool, mathématiquement, c'est que dans l'espace dual, la divergence, en fait, elle dépend que de la fonction de V, là. Et donc, on peut tout exprimer, on peut tout calculer directement. C'est super pratique mathématiquement. Bon, pour ceux qui sont familiers avec ça. Et en fait, c'est un truc qui est drôle, quand on fait des maths marrants, c'est qu'en fait, quand on regarde le problème du trader, il faut le regarder dans l'espace primaire. Et le problème des LP, des fournisseurs de liquidités, c'est beaucoup plus simple à analyser dans l'espace dual. Si on peut. Si on a la convexité pour... Oui, si on a la convexité, exactement. Mais ce qui est marrant, donc ce qui est étonnant, c'est que la bipolarité du marché se reflète dans la bipolarité du problème mathématique. Enfin bon, ça c'est presque métaphysique, mais c'est vrai. Et c'est super clean, en fait. Donc voilà, ça c'est la projection de ce qu'on a vu. Vous voyez, ça c'est votre portefeuille initial. Vous vous rappelez, ça c'est le graphe dans l'espace, dans le primal. Bon, c'est pas mal, mais c'est un peu... Vous voyez, il y a plusieurs étapes. Si vous faites le graphe directement dans l'espace dual, là, vous avez la valeur, c'est plus R, mais c'est les prix. Vous prenez la tangente, ça, c'est la divergence loss. Vous voyez, c'est beaucoup plus naturel, en fait, de regarder dans l'espace dual. Bon. OK, donc ça, je vais sauter. On peut montrer qu'on peut tout retrouver. Je vais montrer le dernier point que je voulais souligner, et en fait, c'est ça la clé, à notre avis, pour comprendre ce qui se passe dans un AMM. Si vous vous souvenez, la question de base, c'est comment on doit choisir cette courbe. Donc, la question, c'est quelle tension économique elle génère. Et en fait, la réponse, elle est assez simple. C'est que si vous êtes un fournisseur de liquidité, vous aimez bien quand la courbe a une grande pente. Parce que ça va vous protéger contre les divergence loss. Excusez-moi, là, c'est la fin, j'en peux plus, je fais des anglicismes partout. Hein. Je peux plus traduire, j'y arrive plus. Et par contre, quand vous êtes un trader, vous aimez bien que la courbe soit plate. Donc, vous aimez bien que la courbe soit plate. Donc, il y a une tension. En fait, si vous demandez au fournisseur de liquidité, il va vous dire « Moi, je veux une courbe très, très forte. » Et si vous demandez au trader, il va vous dire « Je veux une courbe très plate. » Pourquoi ? Parce que si la courbe est très plate, regardez, je trade, tant que je suis là, le prix ne change pas. Donc, je peux échanger des grandes quantités et j'ai un marché très liquide puisque je n'ai pas de slippage. Mais si le marché il est comme ça,
et moi, je suis le liquidity provider, je me fais arbitrager comme pas possible, parce que si le prix doit changer, il faut un changement de quantité énorme, et donc en fait, je vais faire face à une divergence loss énorme. Donc en fait, plus la courbe est plate, plus vous aurez de trade, de quantité de trade, parce que les traders, ils sont contents, le marché est liquide, mais plus vous vous exposez au risque de divergence loss. Et vous pouvez le vérifier dans l'autre sens, quand la pente est très forte, les divergence loss sont faibles parce que le prix change beaucoup pour une petite quantité. Donc vous allez avoir votre portefeuille va pas beaucoup changer. Donc la tension fondamentale, c'est la suivante. Le fournisseur de liquidité, il voudrait que la courbe soit le plus pentue possible. Mais s'il fait ça, c'est l'équivalent d'avoir quasiment aucune liquidité, donc il n'y aura pas de trade. Et il fait de l'argent pour attirer le trade, en attirant le trade, puisqu'il fait des frais là-dessus. Donc il doit fournir de la liquidité, mais pas trop pour ne pas s'exposer trop à la divergence loss. Et ça, c'est un équilibre subtil, d'accord, qui va dépendre des conditions du marché. Donc si vous êtes sur un stablecoin, la divergence loss, ça ne va pas être très forte parce que les prix reviennent. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, si vous avez un actif qui revient, vous allez pouvoir une courbe qui est très plate. Si vous avez un actif dont le prix peut varier énormément et c'est une diffusion, typiquement Ethereum, on ne sait pas si Ethereum, ça va être 3000 dans 6 mois ou ça peut être 500. Là, vous allez plutôt avoir envie d'avoir de la pente. Donc, en fait, la réponse, c'est que la courbe, elle va dépendre des propriétés de l'actif. Plus l'actif a des propriétés de drift, plus vous allez avoir de la pente, et plus l'actif a des propriétés de retour à la moyenne, plus vous allez aller vers une courbe plate. OK. Et à ton avis, dans la proposition des différents protocoles qui se sont réalisés, ils ont tenu compte de ces oui et non. Alors oui. Alors, après, c'est la sérendipité de la profession. Curve, c'est une composition qui d'ailleurs est homogène de degré 1 et convexe, donc il a toutes les bonnes propriétés. Okay, même si ce n'est pas évident quand on lit à quoi ressemble Curve. Et Curve, en fait, il est pentu loin du prix de marché et plat juste au prix de marché. C'est une composition de deux fonctions qui s'aplatit quand on approche du prix de marché. Et c'est logique. Mais Curve, à la base, c'était pour des stablecoins. Donc, les stablecoins, vous n'avez pas de perte de divergence parce que les prix ne peuvent pas diverger. Enfin, sauf s'il y a un stablecoin qui dépègue. Mais si les stablecoins, les prix varient, a priori, ils vont revenir. Et donc, le problème qu'on avait là, la divergence loss, ça disparaît parce que le prix se déplace, mais si vous attendez un peu, il va revenir au prix d'origine, qui est 1 pour 1. Donc là, vous pouvez vous permettre d'avoir une courbe très plate pour attirer beaucoup de liquidités parce que vous n'avez pas trop peur de la divergence loss. Si vous avez des actifs très... Donc, je pense qu'ils l'ont. Mais après, alors à mon avis, le Holy Grail, maintenant, le sacré le Graal, quoi, le Graal qu'elle tout le monde recherche, c'est d'avoir la pente qui change dans le temps, qui incorpore l'information du marché. En gros, alors pour ceux qui sont habitués aux carnets d'ordre, les carnets d'ordre, c'est comme des éventails, on en parlait. Quand le marché est très stable, l'éventail va être très vertical parce que les market makers, ils n'ont pas peur. Et quand le marché commence à avoir peur, on ne sait pas ce qui se passe, l'éventail, il s'aplatit puisqu'il se retire du marché en fait. Et c'est un peu la même chose. Ce qu'on peut imaginer, c'est des AMM. Quand le marché est stable, ça devrait ressembler à ça. Parce qu'ils n'ont pas très peur, ils veulent attirer la liquidité. Ils sont prêts à prendre des gros trades sans varier le prix. Mais si le marché commence à devenir tendu, et qu'on sent bien que les prix là sont en train de diverger, la courbe elle devrait devenir de plus en plus pentue. Mais pour le même AMM, il faudrait que ça se passe dans le temps. Il faut que ça incorpore l'information. Donc moi, à mon avis, c'est ça la limite. Et ça, Uniswap V3, ils cherchent à faire ça. C'est ça que les gens cherchent à faire. Et donc, c'est ça la frontière. Ouais. Faire entrer l'aspect dynamique dans l'optimisation. Et nous, notre papier, ce qu'on veut faire, quand on aura le temps, on va le faire, c'est qu'on peut le résoudre par un problème d'optimisation. Donc, on voudrait résoudre juste l'information, optimiser et trouver la et donner et après, on pourrait potentiellement le coder dans l'algo. Ce serait trop compliqué, mais Starknet on pourrait peut-être prouver qu'on a bien fait le calcul off-chain et que la nouvelle pente de notre truc résulte d'un calcul honnête, par exemple. Il y a plein de choses. C'est ça qui est marrant. Alors, là, pourquoi aussi la défi? Bon, je vois qu'il y a des jeunes. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est un toolkit incroyable. Et après, on peut tout faire. Hein. C'est plus qu'un problème de créativité. Donc, pour résumer, voilà. Donc, ce qu'on essaie de montrer, c'est, j'espère que ça vous a aidé un peu à mieux comprendre. Parce qu'en fait, c'est facile de comprendre, de décrire comment un AMM marche, mais c'est plus difficile de comprendre ce qu'il fait, vraiment. Il y a un petit côté, mais au fond, ça fait quoi ce truc? Et j'espère que ce que je vous ai montré, ça vous permet un peu de clarifier ce qui se passe. Et nous, ce qu'on est en train de faire, maintenant qu'on a posé le problème, et justement dans le dual, etc., on a le problème mathématique. On a compris que la courbe, elle va résulter des propriétés stochastiques
de l'actif et qu'en fonction de ces propriétés-là, la courbe doit changer de pente. Et ça, on peut la trouver, la courbe optimale, en fonction des propriétés de diffusion de l'actif. Et potentiellement, une fois que ça c'est fait, encore une fois, la beauté de la défi, ça pourrait être intégré dans le smart contract automatiquement. Et il y a d'autres gens qui travaillent là-dessus d'une manière ou d'une autre. C'est, je pense, la frontière. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis content de prendre des questions. Merci, c'était excellent. Et il y a encore quelques minutes avant qu'ils préparent les cocktails. Désolé pour les gens qui sont en distanciel, mais effectivement, pour les gens qui sont venus ici à affronter la chaleur parisienne cet après-midi, ils ont bien mérité le cocktail à la fin. Et si vous avez quelques curiosités ou questions, ça c'est le moment avant la coupure. Oui, Henri. C'est juste une observation bête, mais sur le graphique que tu as montré, tu sais, avec le plan jaune et la courbe bleue, en fait, quand tu regardes ça, tu te dis, mais pourquoi les gens ils mettent de l'argent à A si, en fait, il n'y a aucun scénario où ils gagnent de l'argent. Et en fait, si je comprends bien, c'est parce qu'à chaque fois que tu as un trade, en réalité, la courbe bleue, il y a de la liquidité qui est augmentée, du coup, elle augmente. Et donc, en fait, si tu es là suffisamment longtemps pendant que ça augmente, ben, tu tombes au-dessus du plan jaune quand même. Non, tu perds tout le temps. Tu perds tout le temps. Mais pourquoi tu gagnes? Pourquoi les gens le font? Parce que y a plus de liquidité et que du coup, la courbe, elle s'éloigne. Non, ils le font parce qu'ils prennent un fee. Ouais, mais du coup, le fee, ça augmente la profondeur du bleu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Je ne sais pas du tout si c'est pas comme ça. Tu as raison. Ça, tu peux le voir comme ça. Mais dans le fond, s'il n'y avait pas de fees, il n'y a aucun intérêt à tu perds tout le temps, tu es mort. Il faut mieux juste le laisser dans ton MetaMask. Et j'ai entendu des gens dire mais en fait, ATLP sur Uniswap, c'est l'équivalent à faire ce qu'en finance, on appelle une stratégie de mix constant. Tu sais, et je ne connais pas bien ce truc-là, et j'ai entendu des gens dire oui, des gens dire non. Mix constant, non, puisque de mix constant, c'est. Tu as deux actifs, si j'ai bien compris, tu as deux actifs, et tous les jours, tu rebalances pour qu'ils aient la même valeur en dollars. Et... Alors, c'est ce qu'ils disent sur. Parce qu'Uniswap est un 1,5. Alors, c'est vrai qu'on peut peut-être prouver que si tu as une incertitude la plus large sur l'évolution des prix, Uniswap, P1 fois P2, enfin R1 fois R2, c'est peut-être le truc à faire quand tu n'as aucune prior sur où les prix vont être. Tu rebalances également à égalité. Exactement. Après, ça, c'est pas une stratégie d'optimisation. Tu peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est un truc de sécurité, justement, de ce que je comprends. Mais c'est pas... Normalement, ce qu'ils font en finance, ils font du delta hedging. Ils se hedgent sur les variations de prix. Ça te hedge sur rien du tout, quoi. Ouais, okay. Ça t'expose à mort, en fait. Mais le business, c'est de... OK, imagine un actif qui fluctue comme ça. Donc, il revient donc un stablecoin. Donc, à chaque fois qu'il fluctue, tu prends des fees. OK. Et tu n'es pas exposé à une divergence loss parce qu'il va là, puis après, il revient de toute façon. Donc, il suffit d'attendre. Donc là, on comprend pourquoi les LP font de l'argent. Par contre, si les actifs commencent vraiment à... Donc, par exemple, Ethereum, quand il passait là de 1000 à 2000, les LP, ils ont dû... ça a dû être dur, quoi. Ils ont perdu beaucoup, à tous les coups. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve qu'il suit bien celle d'Henri tout à l'heure, là. En fait, j'avais bon, c'est pas vraiment mon sujet d'étude, hein, les AMM, mais il y a toujours une question qui m'était restée. Ouais. Et une question, je me rappelle, j'avais posé vaguement à Vincent il y a quelques temps, sur les arbitrages possibles. Est-ce qu'on peut démontrer que lorsque la fonction est convexe, par exemple, et qu'on a droit à toutes les opérations suivantes, à savoir faire du liquidity providing, faire du trading, faire ce que tu as appelé liquidity withdrawing, est-ce qu'on peut démontrer que aucun arbitrage n'est possible si la fonction est convexe? Ou bien est-ce qu'on sait le démontrer dans certains cas? Je veux dire qu'on n'a pas d'arbitrage. Je veux dire, sans autre changement, je suis face à un AMM, je suis tout seul. Je peux combiner toutes ces opérations. Est-ce que je peux pas avoir gagné de l'argent à la fin? Voilà, c'est-à-dire gagner de l'argent, c'est-à-dire avoir plus d'un actif je pense que non, mais je l'ai pas prouvé. Je crois qu'il a un papier comme ça, un peu Vincent. Je serais intéressé de savoir. Peut-être si tu as pris ton idée, j'en sais rien, mais je crois qu'il a un truc qui ressemble à ça. Tu peux regarder. Je n'ai pas prouvé formellement. Je pense pas que ça. Je te répondrai non, mais j'ai pas de preuve, tu vois. Donc, disons qu'on a envie de dire que
le fait que la fonction soit convexe doit aussi dérouler de ça. Alors, un truc qui est sûr, c'est que tu ne peux pas trader et faire de l'argent. Ça, c'est sûr. Oui. Donc, il faudrait une composition avec une autre opération, mais normalement. Trader plus LP, quoi. Mais je vois pas providing. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais je pense pas. Mais ouais. Alors, si tu as des papiers qui montrent que dans certains cas. Ouais, je pense que c'est. Ouais. Ah bon. Ça doit être ça. Voilà, je suis trop. Excuse-moi, là, je suis en train de. Ouais, je sais pas. Mais je pense que la réponse est non, mais je peux pas te répondre plus que ça. Ce qui est sûr, c'est que tu peux pas le faire en tradant. Ça, c'est prouvé. C'est des mais qu'est-ce que tu pourrais faire? Je vois pas ce que tu pourrais faire comme ça, mais j'ai pas de. Et puis deuxième petite question, concrètement là sur les marchés, quelqu'un qui a mis son argent sur une swap, il a juste fait liquidity provider depuis des années, mettons, il a gagné combien en pourcentage? Tu me demandes là? Hein? Tu me demandes le chiffre? Non, mais en gros, alors à une époque, c'était rentable. De grandeur. Non, j'en sais rien du tout. Là, je peux pas te dire. Je ne traite pas. Je sais pas. Je sais que c'était rentable les 2 premières années. Je sais pas ce qui s'est passé là depuis. J'ai pas actualisé les chiffres de. Ce que je sais, c'est qu'Uniswap V3, qui est un design plus complexe, au début, les LP ils perdaient de l'argent. Ça a été montré qu'en moyenne, ils ont perdu de l'argent parce les premières années, tu veux dire? Uniswap, ça a un an. Hein. Donc, tu vois, Uniswap V2, ils ont fait de l'argent. Ah, oui. Uniswap V3, ça a 1 an ou 2. Et au début, il y a des rapports qui sont tombés, qui ont montré qu'ils n'étaient pas assez sophistiqués, parce que c'est plus complexe que ça, et qu'ils se faisaient arbitrager. Je ne peux pas te donner les chiffres. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, au début, ça a été rentable d'être sur Uniswap V2. Ça doit l'être toujours. Hein. Il y a des milliards. Hein. Donc, je veux dire, à un moment, le marché parle. Merci. Ouais. Merci. Des questions, peut-être? Merci à toi. Merci.